Bonjour à tous, merci d'être présents à cette conférence des Mardis de la Science que nous organisons ce soir en direct sur une plateforme Zoom qui vous permettra de poser des questions. Nous avons donc la chance ce soir d'organiser une conférence avec Jacques Van Helden. Merci à vous d'être là avec nous. Merci pour l'invitation. Le micro est débranché. En tout cas, nous, on est ravis. Cette conférence est organisée en partenariat avec le Muséum de Bourges. Et je vais laisser la parole à Sébastien pour présenter Jacques et puis lancer la conférence. À tout à l'heure. Merci Marie-Laure, nous sommes ravis du coup de vous accueillir pour ce webinaire en ligne. En attendant, je vais vous présenter donc Jacques Van Helden, qui est professeur de bioinformatique à Aix-Marseille Université, co-directeur de l'Institut français de bioinformatique. Et Jacques travaille actuellement sur le séquençage d'un certain nombre de génomes à grande échelle, puisque c'est au niveau planétaire avec un certain nombre d'autres labos au niveau international, et sur les mises en commun de l'ensemble de ces données, ce qu'on appelle les big data en biologie. Donc, ça va être une approche très intéressante par rapport à cette conférence dont le sujet est un sujet hautement d'actualité, puisque c'est enquête génomique sur les origines de SARS-CoV-2. Voilà, donc je vais laisser la parole à Jacques pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. On va commencer. Et en fait, au moment où on a organisé cette conférence, on ne savait pas encore que ça allait se passer ce jour-là, mais pas plus tard que jeudi passé, il y a trois articles il y a un article qui a été publié initialement dans deux journaux, le jeudi à 16 h dans Le Monde et puis à la même heure aux États-Unis, où il y a 26 scientifiques qui ont demandé une enquête indépendante sur les origines de SARS-CoV-2. Donc, c'est 26 scientifiques, c'est une initiative individuelle, ce n'est pas une institution, ce n'est pas un organisme, c'est 26 scientifiques qui écrivent une lettre. Et en fait, dans cette lettre, ce qu'ils expliquent, c'est qu'il y a une commission, comme vous le savez, il y a une commission d'enquête qui a été envoyée officiellement par l'OMS en Chine pour enquêter sur les origines de SARS-CoV-2. Cette commission a passé quelques semaines en Chine, elle a interviewé des gens, elle a rencontré des scientifiques, elle a visité des sites. Et puis, elle est revenue de sa mission de Chine et elle a annoncé qu'elle allait faire un rapport intermédiaire dans les 2-3 jours après son retour. Donc, c'était prévu le mercredi, il y a 2 semaines. Et puis, un rapport complet qui serait publié plusieurs semaines après. Et en fait, donc, on attendait toujours le rapport intermédiaire. Il a un petit peu tardé. Et il y a ces scientifiques qui publient cette lettre. Et en fait, dans cette lettre, le contenu essentiel de la lettre ouverte, c'est que en fait, la mission qui est partie en Chine n'avait pas les coups des franches pour réellement mener une enquête en toute indépendance et en évaluant toutes les hypothèses possibles ou toutes les hypothèses raisonnables concernant les origines de ce virus. Alors, sur le coup, ça a été répercuté puisque c'est une lettre ouverte. Il y a d'autres journaux qui ont commencé à publier la lettre ouverte et aussi à écrire des articles qui commentaient la lettre ouverte. Et il s'est avéré que le jour suivant, le vendredi, donc il y a 4 jours, l'OMS a fait une déclaration, et ce n'était pas suite à cette lettre, c'est une coïncidence en fait, mais quasiment le même jour, l'OMS a fait une déclaration en disant tout compte fait, la commission d'experts ne va pas publier le rapport intermédiaire de 3-4 pages qui était prévu. On va publier une seule fois un rapport complet et il sera publié dans quelques semaines. Et donc, comme à ce moment-là, ça a encore plus amplifié l'effet de cette lettre-ci, puisque il y a plein de journaux qui ont fait un article en disant en répercutant ce que l'OMS avait dit, on ne va pas publier le rapport intermédiaire, et en signalant dans le même article que par ailleurs 26 scientifiques avaient souligné le fait qu'en fait la commission d'enquête de l'OMS n'avait pas réellement la possibilité d'investiguer et demandait une commission indépendante. Et dans cette lettre aussi, les scientifiques en question énumèrent la liste des conditions qu'il faudrait réunir pour que qu'une telle commission internationale puisse opérer en toute indépendance. Donc, on est devant une situation qui fait l'objet de beaucoup de discussions dans la presse. Alors, pourquoi est-ce qu'en fait cette question suscite des débats? Puisque je suppose que la plupart d'entre vous, vous savez ce que nous avons tous appris dès le mois de février, c'est qu'on a un virus qui est d'origine animale et qui provient d'une zoonose, c'est-à-dire c'est un transfert d'une espèce animale vers l'humain. Et on sait tous que ça provient de la chauve-souris. Et la plupart d'entre nous savent aussi qu'on pense que le pangolin est l'hôte intermédiaire. Donc, pourquoi la question suscite des débats? Alors, elle a suscité des débats dès le début, en fait. Dès janvier 2020, la question a été posée. La première raison, c'est qu'en fait, la ville de Wuhan
où on a observé le premier cluster de patients et donc l'émergence de cette pandémie. Cette ville-là, en fait, c'est une des villes qui sont très, très connues dans le monde de la virologie parce qu'elle abrite un laboratoire de recherche en virologie spécialisé dans l'étude des coronavirus. Donc, une émergence d'une pandémie dont l'agent est un coronavirus dans le marché de la ville où il y a un gros laboratoire qui travaille depuis 2004 sur les coronavirus. C'est une coïncidence qui a évidemment attiré l'attention. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce laboratoire travaille sur les coronavirus et ce qu'il fait, on peut en discuter plus tard, mais la mission de ce laboratoire, c'est justement de faire de la prévention, c'est-à-dire de travailler pour empêcher l'émergence de pandémies en allant faire de l'échantillonnage sur des sites naturels ou dans les élevages ou dans tous les endroits où on a constaté qu'il y avait des coronavirus, des animaux infectés par des coronavirus, ou bien dans les endroits où on pense qu'il peut y en avoir, comme dans les grottes, etc., de prélever des échantillons et ensuite d'analyser tous les virus qu'on peut trouver dans ces échantillons afin de détecter des virus qui pourraient éventuellement être dangereux pour l'humain. Mais la façon de détecter des virus qui pourraient éventuellement être dangereux pour les humains inclut aussi le fait de faire des expérimentations en modifiant ces virus-là, et notamment des expériences qu'on appelle de gain de fonction, sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard, qui consistent en fait à changer le génome d'un virus pour évaluer si certaines de ces mutations ne pourraient pas rendre ce virus encore plus virulent. C'est ce qu'on appelle des mutations de gain de fonction. Parce que le virus gagne en virulence, en contagiosité, en pathogénicité, ou il gagne certaines fonctions qu'il n'y avait pas auparavant, ou bien il renforce des fonctions. Ensuite, actuellement, l'hypothèse d'une contamination sur le marché de Wuhan a été écartée. Quand je dis elle est fortement remise en cause, c'est même un petit peu obsolète parce que l'OMS elle-même a écarté l'hypothèse selon laquelle l'origine du virus était le marché de Wuhan. Le premier patient ne provient pas du marché de Wuhan et donc on pense plutôt que le marché de Wuhan est l'endroit où il y a eu le premier cluster, c'est-à-dire au moins une première amplification de la contamination, de ce début, l'émergence de la pandémie, effectivement, mais que ce n'est pas là qu'il y a eu la première contamination d'un humain par un animal. Donc la zoonose ne s'est pas passée dans le marché. Et le fait que le pangolin lui-même soit l'hôte intermédiaire est fortement remis en cause pour d'autres raisons. Ensuite, c'est là que commence un peu le jeu médiatique. Il y a certains chercheurs qui ont affirmé que le génome de SARS-CoV-2 résulte de manipulation génétique, de manipulation intentionnelle pour modifier ce génome. Et donc, bon, ça c'est une question évidemment où il faut pouvoir investiguer. Actuellement, donc, on n'a toujours pas les hôtes intermédiaires, hein, donc il y a une grande question qui reste ouverte, mais ça, c'était précisément le but de la mission de l'OMS, c'est d'aller clarifier les voies de transmission entre le réservoir animal que sont les chauves-souris, que constituent les chauves-souris, et l'hôte humain. Alors, un des problèmes qui, depuis le début, ont miné toute la discussion là-dessus, c'est que le débat scientifique, puisqu'on est en face d'une vraie question scientifique, est très, très perturbé parce qu'il y a un contexte politique et géopolitique qui est tout à fait délétère au fait de poser de façon sereine une question scientifique. Et ce contexte politique, comme vous le savez, dès le tout début de la pandémie, le président des États-Unis, Donald Trump, a affirmé que le virus était le résultat d'une manipulation génétique qui avait été faite en Chine et lâchée. Alors, à certains moments, même il a suggéré que ça pouvait être du bioterrorisme, mais finalement, il a plutôt insisté sur la possibilité que ce soit un accident. Mais il n'a pas fourni la moindre preuve pour ça. Il a dit non, non, j'ai des preuves, il ne les a pas fournies. Et dès ce moment-là, ça a suscité évidemment un gros problème parce que pour la communauté scientifique, s'engager même dans l'investigation de la vraisemblance d'une hypothèse d'un accident de laboratoire, aux États-Unis en tout cas, ça revenait à mettre du moulin dans l'eau de Trump et il n'y avait pas grand monde qui avait vraiment. Enfin, la communauté scientifique est généralement pas très partisane de Trump pour un tas de raisons. Hein. Donc en fait, il y a aussi, en tout cas aux États-Unis, un certain malaise, clairement, il y a un malaise à parler de ça. Alors ce que je vais faire, c'est effectivement vous exposer dans un premier temps les raisons pour lesquelles les questions se posent. Et dans ces raisons, je tiens vraiment à le dire, il y a une très très grosse distinction entre certaines hypothèses qui sont pour moi assez raisonnables, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont vraies, mais qui sont en tout cas rationnelles, disons. Ce qui est clair aussi, c'est que dès le début de la pandémie, il y a eu sur les réseaux sociaux un tas d'informations qui ont circulé et parmi ces informations, il y avait des informations qui étaient complètement irrationnelles et notamment des scénarios, donc ce qu'on appelait le complotisme. Il y a des gens notamment qui ont publié des vidéos où ils affirmaient que le virus avait été synthétisé de toutes pièces, qu'il avait été conçu
dans le but d'être lâché dans les populations humaines afin de vendre un vaccin qui avait été fait par un institut de recherche français, dont je ne vais pas dire le nom parce que ces rumeurs étaient tellement dénuées de sens, en produisant des brevets qui venaient à l'appui de cette hypothèse-là. Mais ces brevets, en fait, on peut après aller les lire, les chercher, et puis on voit que c'est des brevets qui ne sont pas du tout là-dessus, qu'il y a une confusion totale, une incapacité de lire les brevets. Et puis en allant même plus loin, en disant que ça fait partie d'un plan global avec Bill Gates, de contrôler l'ensemble du monde. Donc on est vraiment clairement dans des théories complotistes. Et ça, évidemment, ça a aussi miné le débat, parce que dès ce moment-là, quand un scientifique pose la question sur le terrain de la science, tout de suite, on se dit, oulala, est-ce qu'on n'est pas en train d'entrer dans le complotisme? Et donc, je voudrais aussi clarifier mon positionnement, c'est-à-dire, moi, je veux poser cette question en tant que scientifique, avec des outils scientifiques, et je suis absolument convaincu que le virus n'a pas été inventé par quelqu'un pour avoir l'effet qu'il a aujourd'hui, et qui n'a pas été inventé parce que c'était dans l'intérêt de quelqu'un. À qui profite le crime? Donc, pour moi, le fait que le virus ait fortement fait augmenter les ventes de Zoom ne m'incite pas à penser que c'est Zoom qui a inventé le virus, ou Netflix, ou Amazon. Non, je ne pense pas qu'il suffit de dire à qui profite le crime pour pouvoir imaginer que ce virus a été créé pour cette raison-là. Je ne peux pas répondre à cette question, puisque pour ça, il faudrait que j'interroge tous les scientifiques américains, et ça, je ne peux pas le faire. Mais en tout cas, une possibilité, c'est que justement ce terrain politique complètement et géopolitique, des relations entre les États-Unis et la Chine, et de la politique interne des États-Unis avec la prise de position très, très précoce de Trump, soit une des raisons pour lesquelles les scientifiques américains se sentent très, très mal à l'aise par rapport à cette hypothèse. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est quand même moi, quand je suis parti dans cette investigation, justement, je partais vraiment de l'idée que ce virus, il vient d'une zoonose. J'ai lu ça dans les journaux. J'avais toutes les raisons de le croire. Et puis, à un moment, incidemment, il y a eu une annonce du prix Nobel, Luc Montagnier. Donc, c'est un professeur qui est une des personnes qui ont découvert le virus du HIV, donc le virus responsable du sida. Et il a fait quelques annonces dans des journaux Internet, dans des journaux télévisés du web, en annonçant que en fait, ce virus avait été construit de toutes pièces, et notamment que dans le génome du coronavirus, il y avait 4 séquences qui étaient insérées et qui étaient des morceaux du génome du HIV. Et donc, il faut le dire, parce que ça a été aussi repris, amplifié, répercuté et tout. Dès le début, Montagnier a dit qu'il ne pensait pas qu'il s'agissait de bioterrorisme, parce que le journaliste a un petit peu poussé là-dessus. Et donc, il a dit non, non, pour moi, il ne s'agit pas de bioterrorisme, il s'agit d'expériences qui visaient à développer un vaccin. Et puis, il y a eu un accident, et le virus s'est échappé du labo, et voilà, ça a donné ceci. Donc, ceci, ça a évidemment suscité beaucoup de réactions. Et à cette époque-là, les réactions étaient typiquement de l'ordre de la réputation. C'est-à-dire, il y a des gens qui disaient « Ah, voilà, c'est un prix Nobel qui dit ça, et donc il faut quand même faire attention ». Et puis, il y a des gens qui disaient « Oui, c'est un prix Nobel, mais ce prix Nobel a par ailleurs, depuis une dizaine d'années, défendu d'autres théories pour lesquelles il y avait très peu de preuves, notamment sur l'homéopathie, sur la vaccination, sur la mémoire de l'eau, etc. » Et donc, il est discrédité. Et donc, une fois de plus, il nous annonce quelque chose pour laquelle il n'a pas de preuves. Et bon, alors Montagnier s'appuyait sur 2 études, une qui avait été faite par un mathématicien de ses amis, et une autre, une analyse qui avait été faite des séquences génomiques et protéiques, qui avait été faite par un groupe indien qui avait été, selon lui, forcé de rétracter sa publication. Donc, dès le moment où il a fait ces annonces-là, moi, en fait, mon métier, c'est bioinformaticien. Et donc, ça consiste à développer des approches informatiques pour analyser des questions biologiques, et en particulier, mon domaine, il y a beaucoup de domaines auxquels s'applique la bioinformatique, mais moi, mon domaine, c'est l'analyse des génomes. Donc, je fais ça depuis 25 ans, je développe des outils pour analyser les génomes, et je travaille normalement sur la régulation génomique, donc sur la façon dont les cellules s'adaptent à leur environnement. Les cellules, les tissus, les organismes s'adaptent à leur environnement, au changement de leur environnement, avec la régulation de l'expression des gènes. C'est lié aussi à l'épigénétique, qui est devenue assez populaire aujourd'hui. Donc ça, c'est mon travail habituel. Et puis, depuis 1 an, en fait, j'ai passé beaucoup de temps à analyser les génomes du coronavirus. Et en fait, précisément depuis cette déclaration de Luc Montagnier, parce que en tant que professeur de bioinformatique, je fais de l'analyse des génomes, de l'analyse de l'évolution des génomes, de la comparaison de génomes. Et donc, je me suis dit, mais en fait, allons voir si M. Montagnier nous dit qu'il a deux travaux qui soutiennent son affirmation. Allons voir ce qui se passe. On peut analyser les séquences pour aller voir si on trouve oui ou non ces insertions. Et puis, une fois qu'on les trouve, on va voir si c'est significatif ou pas. Donc, je vais vous montrer ces résultats-là.
Alors, par contre, ça vaut peut-être la peine que je vous dise effectivement ce que sont les expériences de gain de fonction. C'est-à-dire, les expériences de gain de fonction, c'est quelque chose qui existe depuis une quinzaine d'années. Enfin, le gain de fonction, c'est un terme très générique en génétique. Je ne vais pas parler de la définition générique du gain de fonction en génétique qui existe depuis un siècle, en fait, mais de l'utilisation particulière de ce mot-là dans le cadre de la virologie. Et je vais vous montrer un exemple en fait, qui a assez bien frappé la communauté scientifique et qui a suscité à l'époque énormément de débats et qui le suscite encore. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on n'est pas forcé d'être complotiste pour penser qu'il y a eu des expériences comme celle que Luc Montagnier a soulignées, c'est-à-dire que des gens pourraient avoir modifié un virus dans un laboratoire sans avoir une intention nocive, mais qu'il y a eu un accident ensuite qui ait donné une épidémie. Alors, ce qui s'est passé en 2011, c'est qu'à l'époque, il y avait une épidémie de grippe aviaire. Donc, c'était une épidémie qui se transmettait d'élevage d'oiseaux à élevage d'oiseaux et qui provoquait effectivement des catastrophes dans les élevages d'oiseaux, mais le virus n'était pas transmissible à l'humain ou faiblement. Et donc, il y a eu quelques cas d'éleveurs d'oiseaux qui ont été contaminés parce qu'ils étaient en contact vraiment en grande proximité avec leurs oiseaux en permanence. Et donc, ça, c'est un facteur typique qui suscite des zoonoses, c'est quand il y a une proximité entre un animal et l'humain et qu'il y a des virus inhabituels qui sont tout à fait adaptés à cet animal, pas forcément très adaptés à l'humain, mais avec la proximité, il y a des mutations occasionnelles du virus qui font que certaines souches certains variants, hein, on a bien popularisé le terme aujourd'hui, donc certains variants du virus vont arriver à passer ce qu'on appelle la barrière d'espèce, et donc ils vont passer de l'animal à l'humain. Et le H5N1 a fait beaucoup parler de lui, justement parce que c'était une grippe aviaire où il y a eu quelques éleveurs qui ont été contaminés et qui en sont morts ou qui en sont décédés. Donc, c'était une grippe qui était très, très pathogène pour l'humain, très virulente. Mais par contre, elle n'était pas transmissible d'humain à l'humain. Donc, il n'y a eu aucun cas répertorié de transmission de l'humain à l'humain, fort heureusement. Donc, en 2011, ce qu'on faisait, c'est que, enfin, vous en souvenez certainement, en 2009-2010, on éliminait les élevages d'oiseaux qui avaient été contaminés, on les abattait. Et il y a un chercheur hollandais, Ron Fouchier, qui a mené des expériences où il a montré qu'en faisant 5 mutations dans le génome de ce virus qui était très pathogène mais pas transmissible d'humain à humain, pouvait être transmis, il n'a pas testé chez l'humain, mais chez le furet, qui a un système immunitaire assez proche de celui de l'humain, donc on l'utilise comme organisme modèle dans les laboratoires pour tester la contagiosité chez les humains. Et donc il a montré qu'en fait, il a fait 9 mutations, mais il y en avait 5 qui étaient nécessaires pour permettre à ce virus d'être contagieux de furet à furet, par simple éternuement. Et donc là, il a présenté ses résultats à une conférence scientifique, et les scientifiques ont dit, mais en fait, ce que vous faites là, c'est très, très dangereux. C'est-à-dire, vous êtes en train de créer la chose qu'on craint. Vous créez un virus, un variant de H5N1 qui devient extrêmement dangereux pour l'humain. Alors, bien entendu, il le fait dans des conditions de sécurité très strictes, qui font qu'il y a très peu de chances que le virus s'échappe. Mais en même temps, à l'époque, les gens ont dit, si vous publiez vos résultats, en fait, vous allez publier une séquence avec la recette qui permettra à quelqu'un d'autre de resynthétiser ce virus-là. Et donc, il y a eu un gros questionnement sur le fait s'il fallait ou pas l'autoriser à publier ces résultats. Il y a eu un débat, il y a eu un embargo pendant 2 mois sur ces résultats, et puis finalement, les revues ont décidé de les publier. Et puis, ça a suscité beaucoup de débats aux États-Unis sur le fait s'il fallait ou non financer les expériences de gain de fonction. Et en 2014, par exemple, l'Institut américain de la santé, le NIH, a annoncé qu'il ne financerait plus les expériences de gain de fonction. Et puis, ça a continué à faire débat. Il y a eu un moratoire, somme toute. Et puis, en 2017, il a levé la mesure. Et il a dit que finalement, on pouvait financer ce type d'expérience-là parce qu'elles présentent un intérêt. Alors, quel intérêt présentent les expériences de gain de fonction? Elles permettent en fait de anticiper les mutations qui pourraient être vraiment problématiques, dangereuses, et donc, si on les détecte, d'agir très rapidement dans le cadre d'une prévention. Alors, sur des exemples concrets où on a pu faire ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il y a beaucoup de débats dans la communauté scientifique, des virologues, des spécialistes. Il y a des gens qui pensent qu'il faut continuer les expériences de gain de fonction et d'autres qui pensent qu'il ne faut pas. C'est un débat vraiment ouvert actuellement et qui divise les communautés de virologues. Alors, il faut aussi savoir que du point de vue scientifique, il y a eu un article très précoce qui a été publié le 26 avril 2020 et qui dit « Le virus, c'est une origine proximale de zoonose naturelle », en se basant sur une série d'arguments que je ne vais pas énumérer ici, on pourra en rediscuter après, mais en résumé, d'une part, ce qu'il dit, c'est que les mutations particulières en fait, qui font que ce virus est tellement efficace pour infecter les cellules humaines, elles étaient inconnues avant que le virus n'émerge. Et donc, ils disent, on n'est pas dans un cas comme dans celui de Ron Fouchier, où on aurait pu concevoir des mutations et puis pour essayer de tester la capacité d'un virus à entrer dans les cellules humaines. Et donc, ce n'est pas un virus qui a été conçu
qui résultent du design, de la conception intentionnelle. Et puis, ils disent aussi qu'on ne trouve pas dans les génomes des traces d'ingénierie moléculaire, par exemple, des sites de restriction, ou bien ils disent aussi que le châssis de ce virus, c'est-à-dire la séquence de base du virus, ne ressemble à rien qui avait été publié auparavant par un laboratoire. C'est un argument qui a été repris quand la commission de l'OMS est rentrée de son enquête, de son voyage en Chine, de sa mission. Ils ont aussi dit qu'un des arguments qui a été évoqué par le président de la commission était que la séquence du virus ne ressemblait pas suffisamment à quelque chose qui avait été publié auparavant. Or, les laboratoires, disait-il, ils ont l'habitude de publier ce qu'ils séquencent et donc on la connaîtrait sinon. Alors, oui, mais en fait, il existe d'autres voies que la conception. Et justement, une des possibilités, c'est effectivement que ce virus ait été synthétisé par du design. Mais une autre possibilité, et donc pour moi ça c'est important, c'est le cadre conceptuel qui fait que c'est une hypothèse pour moi rationnelle, ce serait qu'en fait ce virus n'ait pas été conçu, qu'on n'ait pas vraiment modifié intentionnellement l'un après l'autre les nucléotides du génome, mais par contre qu'il ait résulté d'une sélection artificielle en laboratoire, c'est-à-dire que le fait même de faire une des choses qui se font dans le laboratoire de Wuhan, c'est de tester la dangerosité de virus animaux pour l'humain. Et pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire des expériences de transfert d'espèces. C'est-à-dire qu'on va prendre un virus de chauve-souris et on va voir s'il peut passer à un autre animal, par exemple sur un furet. Ou bien on va le cultiver sur des cellules. Donc on va essayer de voir si ce virus peut pousser sur des cellules de singe ou pousser sur des cellules humaines. Et en faisant ça, en fait, de fait, on peut tester si oui ou non le virus pousse, mais dans certains cas, le virus, il n'est pas vraiment adapté aux cellules humaines ou aux cellules de singe, mais en le cultivant activement sur des cellules humaines ou des cellules de singe, il y en a quand même un certain nombre, une certaine proportion qui vont réussir à entrer dans les cellules, à pousser dans les cellules, et puis ils vont muter. Et en faisant ça, en fait, on exerce exactement ce qu'on appelle une sélection artificielle, comme ce qu'on fait en élevage, quand on fait de l'élevage bovin ou de l'élevage de pigeons, c'est qu'on va sélectionner des traits adaptatifs pour les conditions particulières de la culture. Autrement dit, on va sélectionner des virus qui ont une aptitude augmentée pour infecter des cellules humaines. Et ça, c'est des expériences qui se font, qui se publient, etc. Donc, on n'est pas forcé d'avoir du design, on pourrait tout aussi bien avoir une adaptation par des expériences de passage d'espèces. Et l'autre chose, c'est qu'on ne trouve pas de traces d'ingénierie moléculaire, oui, mais aujourd'hui, avec la biologie synthétique, il est très facile pour un laboratoire de synthétiser un génome entier à partir d'un fichier d'ordinateur. Si on a la séquence d'un virus, on peut polymériser l'ARN qui fera le génome de ce virus et puis créer un virus qui va pouvoir se reproduire et se transmettre. Donc, la question est vraiment pas simple. Je vais vous passer tout. J'ai un peu trop de détails, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Mais donc, voilà, la position, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour distinguer des hypothèses raisonnables et essayer de les sous-peser d'un point de vue scientifique. Et évidemment, toutes les manipulations politiques, les élucubrations complotistes, etc. Donc, ce qu'on a fait avec une série de collègues, c'est vraiment de se dire qu'on voulait examiner toutes les hypothèses sous un angle rationnel, collecter uniquement des indices factuels qu'on puisse retrouver, qui soient vraiment traçables, mais de nature diverse sur, d'une part, la génomique, la virologie, la structure des molécules. À un certain moment, il faudra aussi inclure des facteurs de zoologie, d'écologie des animaux, de voir leur site d'implantation, leur voyage, leur migration, etc. Mais que notre approche systématique, c'était d'évaluer le degré de fiabilité de chaque élément d'information et puis de considérer a priori toutes les hypothèses. C'est-à-dire, moi, personnellement, je n'ai pas une préférence. C'est-à-dire, je ne désire pas que ce virus ressorte d'un laboratoire ou je ne désire pas qu'il sorte d'un élevage qui résulte d'une contamination dans un site naturel. Personnellement, je ne suis pas partisan de l'une ou l'autre de ces hypothèses. Et ça c'est important parce que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. On sent bien que même parmi les collègues, il y en a qui se disent « moi, je préférerais que ce soit cette hypothèse-ci ». Même si on pense que certaines sont plus vraisemblables que d'autres, l'optique qu'on a prise délibérément d'un point de vue épistémologique, c'est de dire nous, ce qu'on veut faire, ce n'est pas démontrer une hypothèse, c'est tester parmi toutes les hypothèses, évaluer la vraisemblance de chacune des hypothèses qui nous semblent vraisemblables. Et alors, effectivement, je vous ai dit, qui profite le crime, on refuse délibérément de prendre en considération, y compris d'ailleurs la récupération politique et tout. Donc, parfois, on va éventuellement donner des arguments qui vont mettre de l'eau au moulin de gens avec qui on est en désaccord politique complet, mais on pense qu'on ne peut pas ne pas poser la question d'un point de vue scientifique. Alors voilà, donc on a mené une enquête génomique avec 5 personnes à l'époque. Entre-temps, on a aussi des tas d'autres chercheurs qui nous ont contactés, donc on est un groupe beaucoup plus grand. Mais là, donc, il y avait Étienne de Crolly, donc le virologue que j'ai contacté dès le début. Il y a José Alloy, qui est un biologiste des systèmes, qui travaille à l'Université de Paris. Il y a Didier Kazan, qui est un spécialiste de l'évolution biologique et de l'analyse de l'évolution.
Et il y a Erwan Salar, qui était un étudiant de l'École normale supérieure et qui avait contacté Étienne de Crowley en lui proposant, puisque tout le monde était confiné, donc dès le mois de mars, il avait dit moi, je m'intéresse beaucoup à la structure des protéines, donc si vous voulez, ça me plairait beaucoup de vous aider en faisant de l'analyse structurelle. Et donc, vous allez voir, on a quelques analyses qui reposent sur une inspection des structures tridimensionnelles des protéines. Donc, c'est Erwan qui les a menées. Alors, sur la biologie des virus, je vais aller assez rapidement, mais donc si je vais trop rapidement, levez la main. Mais je pense qu'on en a tellement entendu parler cette année que vous savez tous que ce virus s'appelle coronavirus parce que c'est une petite sphère avec des épines et qu'on pourrait dire ça ressemble à une couronne. Enfin, bon. Et ces épines-là, en fait, c'est ce qu'on appelle des spicules, ou en anglais, c'est la protéine spike. En fait, cette protéine-là, elle est vraiment très particulière parce que c'est elle qui permet au virus d'entrer dans nos cellules. Donc ici, vous voyez le même virus, le coronavirus, avec une vue de l'extérieur, et puis on voit une tranche. Alors, ce n'est pas une vraie photo, ça, c'est une reconstitution tridimensionnelle. Et dans cette tranche, ce qu'on voit, c'est effectivement en rose cette protéine spike, et elle est en rouge, vous avez la membrane du virus, et à l'intérieur, en jaune, vous avez le matériel génétique, l'ARN, qui est lui-même emballé autour de protéines. Il y a une interaction entre des protéines et de l'ARN qui stabilise cet ARN. Ça permet à ce matériel génétique d'être transporté d'une cellule à l'autre sans être dégradé. Et cette protéine spike, elle est vraiment essentielle parce que c'est elle qui permet d'interagir avec nos cellules. Donc ici, vous voyez un schéma où tout ce qui est en bas, c'est l'intérieur d'une de nos cellules. Et ce qui est au-dessus, c'est l'extérieur. On voit ici un virus qui est à l'extérieur. Et entre l'intérieur et l'extérieur de nos cellules, on a des tas de protéines qui nous permettent à nos cellules d'interagir avec l'extérieur, d'importer les molécules dont elles ont besoin, de se nourrir en fait, de percevoir aussi la présence de signaux à l'extérieur, par exemple dans le système nerveux ou le système hormonal. Donc il y a un tas de protéines qui sont des protéines qu'on appelle transmembranaires, qui font le lien entre l'intérieur de nos cellules et l'extérieur de nos cellules. Donc vous voyez ici ces petits dessins bleus, noirs, jaunes qui représentent des protéines comme ça. Et la protéine spicule, qui ressemble à une fléchette de ce virus, elle a la particularité d'avoir une forme qui s'emboîte parfaitement dans une de nos protéines de membrane qui s'appelle ACE2, qui est une enzyme qui sert à notre propre métabolisme normalement, mais qui, de fait, pour le virus, est le récepteur. C'est-à-dire c'est ce qui permet au virus d'adhérer à nos membranes. Donc, on dit que c'est le récepteur du virus. Et la partie de la protéine avec laquelle le virus interagit avec ce récepteur, on va l'appeler le domaine de liaison récepteur. Je vous le dis parce qu'on va utiliser ça un peu plus tard. Et ce virus, en fait, une fois qu'il a réussi à entrer en contact avec le récepteur, il est lié à ce récepteur, il tient assez bien, et puis il va entrer dans la cellule. Et une fois qu'il est entré dans la cellule, il va commencer à utiliser notre propre mécanisme cellulaire, notre propre machinerie moléculaire pour se répliquer. Et donc, notre cellule va synthétiser un tas de copies du virus qui vont ensuite être relâchées à l'extérieur de cette cellule-là. La cellule va être tuée d'ailleurs, et puis après, ces virus, une cellule va faire des milliers de copies du virus qui vont envahir d'autres cellules, et puis progressivement, ces virus vont envahir notre corps, ou en tout cas certains organes, et perturber le fonctionnement de ces organes. Alors heureusement, on a un système immunitaire qui fait que quand tout se passe bien, on a aussi nos propres cellules immunitaires qui reconnaissent le virus et qui vont inactiver les cellules où il y a ce virus et inactiver le virus. Alors, la protéine spicule, comme je vous le disais, c'est elle qui permet d'interagir avec le récepteur membranaire. Et elle-même, elle a deux sous-unités qui sont représentées ici par S1, S2. Alors, je vais entrer un tout petit peu dans les détails moléculaires, parce que ça a de l'importance du point de vue à la fois des mécanismes et de l'évolution et de la question de l'origine, parce que ça a suscité beaucoup de questions. Et donc, dans ces deux parties, donc la vert foncé ici correspond à ce qui est dans la membrane, à la partie membranaire. Vous voyez en bleu ici la membrane du virus. Et puis la partie S1, c'est la partie extérieure, c'est les petites ailettes de cette espèce de fléchette. Et en fait, cette partie extérieure-là, c'est elle qui interagit avec le récepteur. Et en orange, ici, on a mis vraiment le cœur de ce sous-domaine qui interagit avec le récepteur. Ici, vous voyez le génome du virus SARS-CoV-2. Alors, le génome, ça, c'est les fichiers avec lesquels moi je travaille. Mon travail, c'est d'analyser ce genre de fichiers. Donc, vous voyez, c'est un fichier qui n'est pas très lisible comme ça, il n'est pas très intéressant à lire comme ça, ATT, AA, etc. Donc, il y a 4 lettres ATGC qui représentent les 4 nucléotides qui composent le génome. Mais en fait, le génome, c'est une molécule unique d'ARN. Donc, linéaire, c'est une molécule linéaire et qui fait 30 000 lettres comme celle-là. Ça, c'est le génome. Et dans le génome, il y a certains endroits qui vont coder pour les gènes. Ceci, c'est une représentation schématique de l'ensemble du génome. Il fait 30 000 nucléotides, donc c'est un tout petit fichier, c'est 30 kilobases, 30 kilooctets sur un ordi. Et à peu près la moitié de ce génome, enfin même les 2 tiers de génome, sont occupés par un énorme gène
qui porte toute l'information concernant la machinerie de réplication du virus. Donc, ça permet au virus de se répliquer lui-même. Il y a le code pour faire une polymérase de l'ARN qui lui permet, à partir de son propre ARN, de faire plusieurs copies de l'ARN. C'est les autres parties de notre propre système qui sont utilisées par le virus pour se répliquer. Mais ce qui est original dans cette catégorie de virus, c'est que les 2 tiers de son génome sont constitués de l'information pour lui permettre de se répliquer. Et puis, dans le reste de son génome, vous voyez le gène S ici, le gène en rose, c'est le gène qui contient le code pour fabriquer cette protéine. Il contient la séquence qui permet de fabriquer cette protéine spike, qui permet de reconnaître nos cellules. Et puis, la protéine M ici, c'est une protéine de membrane aussi. Et puis, vous avez la protéine N qui contribue à l'empaquetage de l'ARN. Donc, vous voyez, il y a un petit nombre de gènes. Le génome humain, on a 55 000 gènes. Ici, ce virus, il a une trentaine de gènes. Et là-dedans, il y en a une quinzaine qui servent à la réplication et puis une dizaine qui servent à différentes fonctions très très simples, s'attacher à la cellule, entrer dedans, protéger l'ARN, etc. Donc on comprend assez bien la biologie moléculaire de ce génome. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est regarder ce gène S, on va un peu le regarder à la loupe, puisque c'est lui qui est responsable de l'entrée du virus dans la cellule. Et donc maintenant, vous voyez ici le même gène S, il n'est plus en rose, il est en vert. Et j'ai utilisé le même code que pour la diapo précédente, c'est-à-dire le vert foncé, c'est la sous-unité 2, qui est membranaire du virus, et puis le vert clair, c'est la sous-unité 1, qui contient le domaine de liaison au récepteur, le RBD, Receptor Binding Domain. Et vous voyez ici une vision tridimensionnelle de ce virus. Et le virus, quand il synthétise cette protéine-là, nos cellules synthétisent cette protéine-là sur base du gène de virus, il y a 3 copies de la protéine qui se mettent ensemble et qui forment cette structure tridimensionnelle que vous voyez ici. Et cette protéine spicule est complètement inactive. Elle est inactive parce qu'elle a une conformation fermée qui fait qu'elle ne peut pas entrer dans la cellule comme ça. Mais il y a une enzyme qui s'appelle la furine et qui est une enzyme de nos propres cellules qui va couper ici, qui va faire une incision dans la protéine même. Et cette incision ne va pas séparer la tête du pied de la protéine, enfin la tête, le pied c'est une métaphore, mais va simplement changer les interactions entre les acides aminés et faire que la protéine va s'ouvrir. Et dès le moment où la protéine, dans sa structure tridimensionnelle, est en conformation ouverte, elle acquiert exactement la bonne forme pour interagir avec nos cellules, avec le récepteur ACE2. Et donc, ce clivage ici, il est très très important parce que c'est lui qui permet l'activation de la protéine spicule. Or, le clivage, justement, Étienne de Crowley et son équipe ont démontré, en février 2020, ils ont démontré que ce clivage était catalysé par une enzyme qui est la furine, qui, chez les autres coronavirus du même groupe, des bêta-coronavirus du SRAS, on ne trouve pas ce site-là. C'est d'autres mécanismes qui font le clivage. Chez tous les coronavirus, cette protéine a besoin d'être clivée, mais il n'y a que dans ce coronavirus-là qu'on trouve ce site-là de furine. Donc ça, c'est quelque chose de très original. C'est le genre de choses qui arrive du fait de l'évolution. En fait, il a suffi d'une insertion de 4 acides aminés pour générer ce site de furine. Donc, c'est un événement évolutif tout à fait banal, somme toute, mais qui a eu des conséquences catastrophiques. Et dès le moment où Étienne de Crowley et son équipe ont vu qu'il y avait un site furine dans la séquence de cette protéine, ils ont vraiment publié un article en disant « Attention, c'est extrêmement grave parce que la furine, c'est une enzyme qui est présente dans l'ensemble de nos cellules. » Alors que d'habitude, les enzymes qui permettent le clivage chez d'autres coronavirus de cette protéine spike sont des enzymes qui sont restreintes au système respiratoire. Mais le fait que la furine soit présente dans toutes nos cellules leur laissait déjà supposer que ce virus allait pouvoir attaquer, infecter d'autres tissus que les voies respiratoires. Et aujourd'hui, on le sait, c'est tristement connu que ce virus a effectivement des capacités d'affecter le système nerveux, les voies respiratoires, les tissus cardiaques, etc. Donc, il y a un gros avertissement à ce moment-là. Alors, maintenant, on peut se demander d'où il sort ce virus. D'où il sort ce virus? Il sort clairement des chauves-souris. Comme tous les coronavirus qu'on connaît, en fait, les 2 réservoirs principaux, c'est les chauves-souris et les oiseaux. Et on sait que les chauves-souris vivent avec des coronavirus, qu'elles se transmettent, que ça ne pose pas des énormes problèmes. Oui, il y a une question, là, je vois de clarification. Donc, est-ce que la furine est synthétisée par le virus lui-même? Non. Alors, le virus ne synthétise rien du tout. C'est-à-dire que la chose qu'il injecte dans notre génome, c'est uniquement l'ARN. Donc, ceci, c'est une représentation d'une cellule humaine. Et là, ce que je vous montre, ce n'est pas spécialement ce qui se passe avec des virus, c'est le processus habituel de synthèse des protéines par une cellule humaine. Il y a l'ADN, qui, comme vous le savez, est le support génétique de l'information, le support de l'hérédité, d'une part. Donc, c'est ce qui permet à des cellules de produire des cellules semblables à elles-mêmes et à des individus aussi de produire des individus de la même espèce, c'est l'ADN. Mais l'ADN est lui-même un matériau assez stable, mais ne produit pas directement les protéines. Pour produire des protéines, il y a une phase intermédiaire qui est ce qu'on appelle la transcription, où à partir de l'ADN, les noyaux de nos cellules produisent une molécule d'ARN. Donc l'ARN est une molécule qu'on trouve dans toutes nos cellules, qui est un intermédiaire, on appelle le messager,
entre l'ADN, qui contient l'information, et les protéines, qui sont les effecteurs moléculaires, qui, elles, sont les enzymes, les transporteurs, les régulateurs, les hormones. Donc, tout ça, c'est des protéines. Et donc, ces protéines, ce qui leur donne leur activité, c'est leur forme tridimensionnelle. Proté, c'était un dieu grec qui avait la capacité de changer de forme. Et les protéines ont la capacité, effectivement, de prendre une forme et d'en changer en fonction de leur interaction avec la cellule. Alors, donc ça, c'est les voies normales de transmission de l'information et de formation des protéines. C'est que l'ADN produit de l'ARN. L'ARN, ensuite, sert de modèle pour produire des protéines. Alors, il existe des virus à ADN, il existe des virus à ARN. Vous voyez ici une typologie des virus. Il y a absolument tout ce qui était possible d'utiliser comme moyen de transmettre de l'information a été exploité par l'un ou l'autre des virus. Et donc, vous voyez ici, par exemple, qu'il y a des rétrovirus à ARN. Il y a de l'ARN sur le brin positif, négatif. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais en tout cas, le virus, ce qu'il injecte dans nos cellules, c'est uniquement cet ARN. Donc, lui, il n'a pas sa propre machinerie pour synthétiser. À l'intérieur du virus, il n'y a pas du tout de synthèse de protéines. Le virus ne fait pas de protéines. Par contre, une fois qu'il est dans nos cellules, l'ARN entre dans les cellules. Et une fois que l'ARN est dans nos cellules, la première chose qui se passe, c'est qu'il va servir de modèle par nos propres ribosomes. Donc, c'est des corpuscules qui synthétisent la protéine pour synthétiser des protéines. Et les premières protéines qui vont être synthétisées, c'est les protéines de réplication du virus. Donc, ces protéines de réplication du virus elles-mêmes, elle va ensuite faire plein de copies de l'ARN messager. Et ensuite, avec nos propres ribosomes aussi, le virus va produire toutes les autres protéines. Mais il n'y a pas de gène de la furine dans le virus lui-même. Le gène de la furine, c'est un gène qui est dans notre propre génome. La furine a un tas d'autres fonctions. En fait, elle sert à couper des protéines pour des tas d'activations. Il y a des tas de protéines dans notre propre protéome, dans l'ensemble de nos protéines, qui sont inactives quand elles sont synthétisées et qui, pour être activées, doivent être coupées. Donc ça s'appelle la protéolyse. C'est un mécanisme classique d'activation des molécules. Donc, dans notre génome, on a un gène qui code pour la furine. La furine est une enzyme qui a la capacité spécifique de catalyser le clivage d'autres protéines. Et ce clivage, généralement, est associé à leur activation. Et il s'avère que ce virus-là a incidemment, au fil de l'évolution, acquis 4 acides aminés qui font qu'il est reconnu par la furine, alors que d'habitude, la furine sert à couper d'autres choses dans notre génome. Et le fait qu'il soit reconnu par la furine, synthétisé par nos propres cellules, fait qu'il peut entrer dans nos cellules. Est-ce que ça répond à la question? Oui? Ok. Merci. Merci pour la question. Du coup, ça valait vraiment la peine parce que j'avais sauté pour gagner du temps et c'est toujours une mauvaise idée. Donc, maintenant, ici, on a le réservoir animal, donc les chauves-souris, les oiseaux. Et en fait, il y a un tas de virus qui appartiennent à la famille des coronavirus. Il y a les alpha, les bêta, les gamma, les delta. Donc, on a fait une taxonomie des virus. Et les coronavirus de SARS-CoV-2 appartiennent au groupe des bêta-coronavirus. Après, je vais vous montrer un arbre un peu plus détaillé de ces virus. Et en fait, les coronavirus, généralement, il y en a plein qui vivent chez l'humain. Vous voyez qu'il y a des petits humains un peu partout ici, dans la partie alpha et bêta-coronavirus. Donc, il y a différents lignages qui infectent les humains. Mais la plupart de ces coronavirus, on les connaît bien, on les rencontre très souvent et ils nous donnent ce qu'on appelle un rhume. Et donc, ça, notamment, il y a des génomes complets là, qui ont été séquencés depuis longtemps, depuis les années 60-70, du virus qui nous donne un rhume. Ce n'est pas le virus de la grippe, c'est une famille vraiment différente. Les virus de la grippe, c'est des H1N1, c'est des H quelque chose, N quelque chose. C'est vraiment une structure de génome complètement différente. Et puis, il y a les virus qui donnent des rhumes, et certains coronavirus nous donnent des rhumes. Et puis, il y a eu, au cours des 20 dernières années, il y a eu 3 épisodes d'émergence de pandémie à coronavirus. Et le premier, ça a été en 2002-2003. Il y a eu ce qu'on a appelé le SRAS, qui est une épidémie qui a émergé en Chine et qui s'est transmise assez rapidement dans les autres pays parce qu'il y a eu un patient qui est allé dans un hôtel où il y avait une conférence et puis dans cet hôtel-là, il y a 4 personnes qui sont parties en avion, dont un au Canada, il y en a 3 autres qui sont partis dans d'autres pays. Et ensuite, à partir de là, le virus a commencé à circuler. Et ça, donc, on s'est rendu compte que ce virus était extrêmement nocif. Fort heureusement, on a pu la juguler. À la fin de l'épidémie, il y a eu 8000 personnes qui ont été déclarées comme atteintes. Et sur ces 8000 personnes, il y en a 800 qui sont mortes. Un virus de la même famille, qui ressemble pas mal à SARS-CoV-2, qui tuait 10% des gens. Mais il avait une propriété fort heureusement très différente de ce virus-ci, c'est que le SRAS de 2002 était symptomatique, d'une part, il était toujours symptomatique, et d'autre part, il était symptomatique plusieurs jours avant d'être contagieux. Et donc, la politique qui a été appliquée dans le monde entier, c'est que dès qu'on détectait des cas, on les isolait, on essayait de les soigner aussi bien que possible, mais on les mettait en isolement total, on isolait les cas contacts, et donc on a pu ainsi empêcher la propagation de ce virus.
Et ça, pour le virus de SARS-CoV-2, qui ressemble fortement au SARS-CoV de 2001, qui ne s'appelle pas SARS-CoV-1, mais c'est le SARS-CoV, on va l'appeler, hein, celui de 2002, pardon. Eh bien, la catastrophe avec celui-ci, heureusement, il est moins létal, hein, il ne tue pas 10% des gens, il tue peut-être 0,5% des gens, et il tue des classes d'âge et des personnes âgées et des personnes avec des facteurs de comorbidité. Mais le gros problème avec ce virus-ci, c'est que d'une part, il y a plein de personnes qui sont asymptomatiques et qui peuvent le transmettre sans être elles-mêmes affectées, et d'autre part, que même pour les personnes qui ont les symptômes, la contagion se passe 5 à 6 jours avant les symptômes. Alors, il y a eu une autre pandémie, donc le MERS-CoV, donc ça, c'est une pandémie qui était au Moyen-Orient, et où il y a eu quelques personnes contaminées, mais fort heureusement, ça ne se transmettait pas d'humain à humain. C'est un virus qui se transmettait du chameau à l'humain. Donc, il y a eu des zoonoses, mais il y a eu plusieurs épisodes de transmission. Et puis, on a le virus de 2019 que vous connaissez tous. Alors, on connaît certains cas, on connaît bien les passages et les hôtes intermédiaires, et notamment pour le SRAS, je ne vous l'ai pas dit, mais l'hôte intermédiaire, c'était la civette. Pour le MERS, c'était le chameau. Puis, il y a certains virus qui passent par des cochons, etc., coronavirus. Et en fait, pour SARS-CoV-2, on pensait que c'était le pangolin. Aujourd'hui, on ne pense plus que c'est le pangolin. Donc, les informations dont on dispose, on a tout de suite identifié que les coronavirus, généralement, ils proviennent de chauves-souris. Et en Chine, il y a énormément de chauves-souris. Et le laboratoire de Wuhan, en fait, participe à l'échantillonnage des chauves-souris. Alors, en janvier 2020, ce laboratoire de Wuhan, donc sous la direction de Zheng Lixi, qui est donc une chercheuse qui travaille depuis 20 ans sur les coronavirus, qui est une spécialiste des coronavirus, eh bien, elle a publié un article avec la séquence complète du génome de SARS-CoV-2. Le premier génome qu'on a publié, c'est elle qui l'a publié dans la revue Nature, hein, vous avez la référence ici en bas. Et donc, c'est eux qui ont le premier caractérisé le génome, et c'était extrêmement utile, puis ça permet de comprendre la manière dont fonctionne ce génome, d'essayer de développer aussi, comme vous le savez aujourd'hui, des vaccins, etc. Donc, elle a fait la caractérisation du génome, et dans le même article, elle a dit, et nous avons aussi trouvé un virus de chauve-souris qui ressemble fortement à SARS-CoV-2. Et ce virus-là, il n'avait pas été publié auparavant, et donc il a été appelé RATG13. Et à l'époque, c'est assez curieux, c'est que dans l'article, elle dit juste on a trouvé un virus de chauve-souris, et il a 87% de ces nucléotides, hein, de l'ARN, qui est identique à celui de SARS-CoV-2. Donc ça, c'est impressionnant, 87%. Et elle dit, donc c'est le plus proche cousin aujourd'hui de SARS-CoV-2, mais elle ne donnait aucune indication sur l'origine de ce virus-là de chauve-souris, d'où venait la chauve-souris, quand est-ce qu'elle avait été isolée, etc. Et donc, il y a eu ultérieurement, au mois de juin, la revue Nature lui a dit, maintenant, il faut clarifier ça, parce qu'il y a plein de chercheurs qui se posent la question, c'est quoi cet échantillon? Donc, il s'est avéré que c'est un échantillon qui avait été prélevé en 2013, c'est pour ça que la souche s'appelle RATG13. RA, c'est pour Rhinolophus affinis, c'est le nom de l'espèce de chauve-souris dont on avait extrait ce prélèvement. TG, c'est l'endroit où il a été prélevé, et 13, c'est pour l'année. Donc en 2013, ils ont fait un échantillonnage. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait un échantillonnage? Parce que à ce moment-là, il y a eu une pneumonie atypique chez des mineurs d'une autre région, Yunnan, qui est à 1500 km de Wuhan, et il y en a 3 qui sont morts d'une pneumonie atypique. Et donc, on a testé les différentes hypothèses concernant les sources des contaminations possibles. Et il y avait des possibilités, des levures, des bactéries, des virus. Et notamment, une des pistes était les coronavirus. Et donc, on a demandé à l'équipe spécialiste de Chine de venir voir si on trouvait ou pas, dans ces mines, hein, la mine de Moyzhen, si on trouvait ou pas des chauves-souris qui avaient des ou des animaux qui avaient des coronavirus ressemblants. Donc, elle a fait une expédition où elle a récolté 200 échantillons, à peu près, 177, je crois. Et sur ces 177 échantillons, elle a fait une caractérisation assez rapide d'un morceau de séquence, celui qui code pour la polymérase, et elle a vu qu'il y avait la majorité d'entre elles, presque toutes, étaient des alpha-coronavirus, et puis il y avait 2 bêta-coronavirus. Donc, en 2016, elle a publié un article en disant juste la liste des coronavirus qui avaient été identifiés dans cet échantillonnage de la mine de Moyzhen. Et puis après, c'est un travail qui n'a plus été beaucoup poussé. Et puis en 2020, au moment où elle a séquencé le génome de SARS-CoV-2, elle est retournée voir dans ses bases de données et elle a vu qu'il y avait une séquence qui ressemblait fortement. Et là, elle a entrepris le séquençage du génome complet de ce virus de chauve-souris. Et donc, elle a publié dans le même article le génome de SARS-CoV-2 et le génome de RATG13. Alors, donc il faut bien se dire que ça ne résout pas vraiment l'histoire, parce que le virus de chauve-souris dont on parle, c'est un virus qui a été trouvé à 1500 km de Wuhan. Ça ne fournit pas encore toutes les étapes intermédiaires, elles ne sont toujours pas connues entre le virus le plus proche qu'on connaît aujourd'hui et le virus humain. On n'a pas élucidé encore les étapes intermédiaires de la zoonose. Alors le pangolin, il a été évoqué très très rapidement. On a dit qu'il y avait des pangolins dans le marché de Wuhan, et puis surtout, on a trouvé un virus de pangolin qui ressemblait
assez fortement, moins que celui de chauve-souris, de manière un peu curieuse, mais il ressemblait assez fortement au SARS-CoV-2. Et on a dit ces autres intermédiaires, alors je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard, parce que ça demande de comparer les génomes. Alors ceci, c'est une des figures de l'article initial de Zheng Liqi et son équipe, où ils ont publié le génome de SARS-CoV-2 et celui de RATG13. Vous avez ici horizontalement les positions du génome. Donc, comme je vous ai dit, c'est un génome dont la longueur est de 30 000 nucléotides. Donc, on a 30 000 positions ici. Et pour chaque position du génome, on mesure dans l'environnement ici combien il y a de résidus identiques entre un génome de virus. Donc, en bleu, vous avez celui de RATG13 et le génome de SARS-CoV-2. Donc, par définition, celui de SARS-CoV-2, il est à 100% partout. Et on voit ici en rouge, par exemple, le SARS-CoV de 2002, donc le virus qui s'était attaqué à l'humain en 2002, il est en rouge. Et on voit qu'il a 50%, 60%, selon les morceaux du génome. Il ressemble plus ou moins, parce qu'il y a des régions du génome qui sont soumises à une pression sélective beaucoup plus forte. Et donc ici, on a une région, par exemple, dans cette région-ci, qui correspond à la RNA polymérase, à la polymérase de l'ARN, à la machine de réplication, on a de façon tout à fait compréhensible une très forte pression sélective, et donc on a une conservation de 80% d'identité pour le SARS-CoV. Et puis, il y a une région ici qui est très différente. Pour les génomes de chauve-souris, en bleu, là, on voit qu'il y ressemble très fort. Et en moyenne, si on fait la moyenne de ce profil-là, on a 96% d'identité. Mais vous voyez quand même qu'il y a une petite baisse ici, dans cette région-là. Et cette région-là, où tous les autres virus connus avaient une très forte différence avec SARS-CoV-2, où vous voyez vraiment le profil d'identité qui s'écroule, eh bien, cette région-là correspond à la protéine spicule, et plus précisément à la première partie de la protéine spicule, là où il y a le domaine de liaison au récepteur. Donc là, on a un problème, parce qu'on a des virus qui ressemblent assez fortement, c'est la même famille de virus, mais justement, il manque un bout, il y a un chaînon manquant, et malheureusement, c'est justement la partie qui permet au virus de s'accrocher à nos cellules. Et donc, alors, le virus de chauve-souris ici ressemble un peu plus, mais ce n'est pas suffisant d'avoir un virus cousin comme celui-là de chauve-souris, parce qu'une distance de 4% de différence sur l'ensemble du génome, comme ça, en moyenne assez bien répartie sur l'ensemble du génome, 4% de différence, étant donné les rythmes d'évolution des virus, ça correspond à 40 à 70 ans de divergence évolutive. Ce qui suggère que l'ancêtre commun entre ce virus de chauve-souris et SARS-CoV-2, il date peut-être des années 80, ou enfin entre les années 50 à 80. Donc, on n'est vraiment pas en présence d'un ancêtre direct de SARS-CoV-2, ni même d'un cousin récent. Et donc, on a vraiment encore des tas d'étapes qui nous manquent. Alors ici, ce qu'on peut faire une fois qu'on a fait ça et qu'on a aligné des génomes les uns avec les autres et qu'on a mesuré les différences, ce qu'on peut faire, c'est construire un arbre. Ça s'appelle de l'inférence phylogénétique. On ne fait pas exactement comme ça, mais à peu près. On va mesurer le taux moyen d'identité entre chaque virus et le virus humain, SARS-CoV-2, et puis entre chaque virus et chaque autre virus. Et sur cette base-là, on va tracer un arbre que vous voyez ici, un arbre phylogénétique qui est une hypothèse sur la succession de divergences évolutives, où tout au début, ici, tout à la gauche de l'arbre, vous avez un ancêtre commun à tous les virus qui sont représentés ici. Alors, vous avez ici des bêta-coronavirus, donc tout le gros groupe du bas, c'est des bêta-coronavirus. En haut, vous avez des alpha-coronavirus dont je vous ai parlé, ceux qui provoquent les rhumes, et puis ici le MERS, donc celui qui a infecté l'humain via un chameau. Et puis dans le bas, vous avez un groupe avec des bêta-coronavirus. Et il y a un premier grand groupe ici où vous voyez SARS, donc ça c'est le SARS de 2002, et la civette en bleu. Et puis en dessous, en violet, j'ai encadré tous ceux qui appartiennent au groupe CoV-2, c'est-à-dire le virus SARS-CoV-2, et puis le virus BT-RATG13, qui est celui dont je vous ai parlé de chauve-souris, et puis quelques virus de pangolin. Alors vous voyez, on a trouvé des virus de pangolin qui ont été trouvés par d'autres groupes chinois, d'autres laboratoires, mais qui ont été publiés à peu près en même temps, et qui ressemblaient assez fortement à l'humain. Mais ils ressemblent moins, vous voyez, ils sont plus éloignés. Comment ils sont plus éloignés? La distance, c'est la somme des longueurs de branches horizontales. Donc par exemple, si je voulais mesurer une distance évolutive entre le SARS-CoV-2 qui est la UCOV2-WH et le pangolin, je devrais faire cette petite branche-ci, plus cette branche-ci, plus cette branche-ci. Donc je mesure les centimètres là, et puis je redescends, donc j'ai à peu près 1 centimètre en tout. Alors que si je veux mesurer la distance entre le SARS-CoV-2 et le MERS, je dois calculer la somme des branches horizontales pour remonter ici, à l'ancêtre commun, plus cette branche-ci, plus cette branche-ci. Donc c'est les sommes des branches horizontales qui expriment la distance évolutive. Et ici, on voit qu'entre CoV2 et BAT-RATG13, on a une distance évolutive de 4%. Ici, entre le virus humain et le virus de civette, on avait 99,5% d'identité, il n'y avait que 0,5% de divergence. Et idem entre l'humain et le chameau, ici le virus humain et le virus de chameau, pour le MERS, on ne voit même pas la différence. Donc,
Clairement, le virus de chauve-souris ici n'est pas le dernier virus avant la transmission à l'humain. L'intermédiaire manque. Alors à l'époque, pourquoi est-ce qu'on dit que le pangolin est l'hôte intermédiaire? Puisqu'il est plus éloigné. Ça a l'air paradoxal. Mais en fait, on a dit ça parce que, comme je voulais faire remarquer, alors ici, ça c'est la figure originale, mais je l'ai refaite en un peu plus lisible. Donc ici, c'est une figure que nous, on a refaite avec nos collègues. Donc là, on a écrit un programme, un algorithme qui permet de reproduire ces figures-là. On est vraiment dans une optique de reproductibilité, de traçabilité. Et ici, vous voyez, le 100%, c'est le SARS-CoV-2. Vous voyez ici le virus de RATG13 en orange foncé, et on voit à peu près le même profil. Ça a l'air de descendre plus bas parce que j'ai paramétré pour mieux montrer les petites variations locales. Dans l'article de Nature, les auteurs avaient choisi de un peu tout moyenner pour que ce soit un peu plus horizontal, c'est peut-être plus lisible, plus esthétique, mais je pense que c'est important de montrer les détails pour voir que dans la région du domaine de liaison, en fait, on descend en dessous de 85%. Donc si 96%, ça correspond à 40 à 70 années de divergence évolutive, a fortiori, dans la région critique pour l'adhésion du virus à la cellule, 87% d'identité, 13% de différence, ça veut dire que là, on n'a vraiment pas trouvé la séquence la plus proche. Mais vous voyez en vert, là c'est les génomes de pangolins, et on voit qu'ils ont beaucoup moins d'identité par rapport à SARS-CoV-2, ils sont beaucoup moins semblables, ils sont plus éloignés sur toute la longueur, sauf qu'il y a un petit endroit ici où ils ressemblent plus fort. Et là, on peut grandir, on fait un zoom sur le gène spicule, l'attachement à l'ARN, et là, on voit qu'effectivement, le virus de pangolin ressemble un peu plus. Mais il est quand même à 10%. Donc, ce n'est pas une piste, en tout cas, pour nous donner le dernier ancêtre. Mais l'hypothèse qui avait été émise à ce moment-là, c'est qu'il y avait une recombinaison, c'est-à-dire un mélange de deux génomes, et que le SARS-CoV-2 résultait d'une part essentiellement d'un génome de chauve-souris, mais où il y avait un morceau de génome d'un virus de pangolin qui avait eu un échange en fait entre un morceau du génome du virus de chauve-souris et le morceau au même endroit du génome de pangolin. Donc ça, c'est des phénomènes dont on sait qu'ils existent, et donc ça a été l'hypothèse. Cette hypothèse est complètement écartée aujourd'hui pour différentes raisons. Je ne vais pas entrer dans les détails, parce qu'il me reste 5 minutes pour terminer le contenu que je voulais vous dire. Je veux absolument vous parler de ces 4 fameuses insertions. Donc maintenant, on a vu dans les diapos précédentes que ce que je représente avec ces petites boîtes vertes, orange et vert, c'est le gène S, donc le gène qui code pour la spicule, qu'il y a le site ici de clivage de la furine qui va subdiviser la protéine entre un premier domaine S1 et un domaine S2. Il y a la région particulière qui interagit directement avec le récepteur ACE. Et en fait, dans ce gène-ci, les 4 insertions dont a parlé Luc Montagnier, on peut les localiser précisément. Voilà les 4 endroits où il y a un morceau de séquence dans SARS-CoV-2 qui n'existe pas dans le SARS, par exemple. Donc, c'est des morceaux qui ont été insérés dans le génome. Alors, les insertions, c'est des phénomènes qui existent naturellement. Dans les mutations, les 3 types classiques de mutations qu'on trouve quand on compare des génomes, c'est des substitutions, c'est-à-dire qu'il y a un nucléotide qui est remplacé par un autre, une erreur de lecture, et de temps en temps, il y a des petits bouts d'ADN chez les cellules eucaryotes et puis d'ARN dans les virus comme celui-ci, les virus ARN, mais donc il y a un petit morceau de séquence qui se retrouve dans un virus et qui n'était pas là chez ses ancêtres. Et en fait, c'est parce qu'il y a eu, au cours de la réplication, il y a eu des accidents, des erreurs de lecture qui font qu'on a incorporé des nucléotides qui normalement ne faisaient pas partie du modèle initial. Donc ça s'appelle une insertion. Donc une insertion, ça ne veut pas dire que quelqu'un a inséré, c'est un phénomène naturel, évolutif, l'insertion. Et puis un autre phénomène évolutif, un autre type de mutation qui est la délétion, c'est-à-dire qu'au cours de la lecture, on saute quelques nucléotides et puis on se retrouve avec un morceau qui manque. Et donc il y a 4 insertions dans SARS-CoV-2, dans le gène S, et donc il y a 4 morceaux de protéines spicules. Et vous voyez ici, sur cette structure tridimensionnelle qui a été générée donc par Erwan Salar, vous voyez ici le positionnement de ces 4 insertions. Et ce qu'on voit, c'est que les 4 insertions sont à l'extérieur de la protéine. Et en particulier, donc, il n'y en a pas qui sont vraiment dans les hélices du milieu. Ici, c'est chaque fois sur des parties exposées à l'extérieur. Et en fait, l'insertion 1, 2, 3, elles sont vraiment dans des boucles de la protéine qui sont des endroits que reconnaît notre système immunitaire. Alors d'une part, quand on a une insertion, une mutation dans ces régions-là, généralement, ce n'est pas très délétère pour la protéine parce que ça ne va pas changer la forme de base de la protéine, sa conformation vraiment du noyau de la protéine. Et donc, ça ne va pas l'empêcher d'exercer sa fonction habituelle. Par contre, quand il y a des mutations là, donc généralement, elles ne seront pas forcément délétères, mais en plus, comme c'est les endroits de la protéine que notre système immunitaire apprend à reconnaître pour développer l'immunité, c'est même avantageux pour des virus, des coronavirus, d'avoir des insertions ou des modifications, des substitutions dans ces régions-là, parce que ça veut dire qu'il va changer de présentation antigénique. Et donc, ça va permettre à des virus d'échapper à notre système immunitaire. Et puis, l'insertion qu'il y a là, c'est cette fameuse insertion 4 qui a
permis de transformer une séquence qui n'était pas un site de clivage de furine en une séquence qui est devenue un site de clivage pour la furine. Et donc, il y a un article espagnol dans El País qui a été publié en mai, où c'est une interview de Étienne de Crowley, où le titre c'était « Les 12 lettres qui ont changé le monde ». Et donc, ça, c'est les 12 lettres des nucléotides qui sont responsables de l'insertion numéro 4, qui a permis d'avoir un site furine dans cette protéine à cet endroit-là, et donc d'avoir un clivage beaucoup plus efficace et dans toutes nos cellules. Alors ici, vous avez ces 4 insertions dans l'article de l'équipe indienne qui a été entre-temps rétracté. Mais l'argument, et donc je vais terminer là-dessus, après on pourra faire la discussion, l'argument principal que nous, on a trouvé en faisant notre recherche de comparaison de génome, en fait, où on s'est vraiment posé la question ouvertement, c'est que si maintenant on regarde toutes les séquences protéiques, donc ici vous voyez ce qu'on appelle un alignement, c'est-à-dire que j'ai pris la séquence, ici vous voyez la séquence dans le précédent de la protéine de SARS-CoV de 2002 et puis SARS-CoV-2, et vous avez une comparaison des deux, et vous voyez qu'il y a des morceaux de séquences qui sont présents dans SARS-CoV-2, donc le 2019 nCoV, c'est SARS-CoV-2, et qui sont absentes dans le génome de SARS-CoV de 2002. Donc là, on voit un endroit où il y a de la séquence qui est présente et qui était absente, il y en a un deuxième, etc. Mais maintenant, si au lieu de regarder 2 génomes, c'est-à-dire celui de SARS-CoV et celui de SARS-CoV-2, comme l'ont fait les Indiens, on regarde, dans ce cas-là, une quarantaine de génomes. Là, je regarde une quarantaine de génomes, et en particulier, tous les génomes de coronavirus du groupe 2 qui ont été isolés en Chine au début. Et puis, très récemment, depuis un mois, il y a eu des génomes du Cambodge, de Thaïlande et du Japon qui ont été publiés. Ce qu'on constate, c'est que, donc ici, vous avez un petit morceau de la séquence protéique avec des couleurs pour montrer les différents acides aminés. Il y a 20 acides aminés différents. Quand la couleur se ressemble, c'est que les acides aminés se ressemblent. Et on voit qu'il y a des séquences où on a des belles colonnes avec uniquement des P en jaune, des L en bleu, etc. Donc ça veut dire que au fil de l'évolution, c'est des morceaux de la séquence qui n'ont pas changé, qui ont été conservés, sans doute parce qu'il y a une forte pression évolutive. Mais par contre, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a la première insertion. On voit donc dans COV2 qu'il y a cette séquence-là. On trouve la même séquence dans celui de chauve-souris, mais on ne la trouve pas dans d'autres coronavirus. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'au même endroit, il y a souvent des insertions exactement à cette position-là, des insertions différentes. Chaque fois, c'est une insertion d'une séquence différente. Et ça correspond un petit peu à ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que cette région-là où il y a l'insertion numéro 1, c'est une région exposée où les mutations vont plutôt avoir rarement des effets négatifs sur le virus et au contraire, parfois, ça va lui permettre d'échapper à notre système immunitaire, à l'immunité. Et donc, c'est assez frappant dès qu'on compare un grand nombre de coronavirus pour cette petite partie-là de la protéine. En fait, les insertions sont très fréquentes. C'est vraiment une région, ce qu'on pourrait appeler un hotspot d'insertion. Et en particulier, ce qu'on voit aussi, c'est que l'insertion n'est pas unique à SARS-CoV-2. On trouve des insertions dans tous les virus du groupe CoV-2, sauf un. Mais ces insertions-là sont assez différentes entre elles. Donc, il y a sans doute eu des événements indépendants d'insertion. Passons à la deuxième. La deuxième est assez intéressante aussi. Donc, j'ai ici horizontalement chaque fois un génome de virus et verticalement, j'ai les acides aminés successifs d'un petit morceau de la protéine autour de l'insertion numéro 2. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une très bonne conservation de toutes ces séquences, mais qu'il y a donc une petite insertion ici. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que l'insertion, on la retrouve chez un groupe de 1, 2, 3, 4, 5, 6 coronavirus. Et puis, encore 2 autres. En gros, chez tous les coronavirus qui ont été isolés en Chine, on trouve la même insertion avec quelques petites différences. Là, il y a un E où il y a eu une substitution pour un T, etc. Mais en gros, là, si je devais donner une hypothèse évolutive, je dirais qu'il y a eu une insertion chez le virus qui était le virus ancestral de tous ces virus-là. Si je regarde la troisième insertion, on a de nouveau une situation où on a différentes insertions au même endroit chez différents groupes de coronavirus, chez des bêta-coronavirus, y compris d'ailleurs dans des virus du groupe de SARS-CoV, pas de SARS-CoV-2. Donc c'est aussi un endroit où il y a des insertions assez fréquentes. Et alors évidemment, le quatrième site, la quatrième insertion, celle-là, elle est frappante. C'est une insertion qu'on ne trouve que chez SARS-CoV-2. Donc vous avez UCOV2 ici qui est le SARS-CoV-2, et vous voyez ici PRRA, donc il y a une insertion de 4 lettres PRRA, mais elles se sont insérées devant un autre R, une arginine, et le site RRAR, c'est les 4 résidus qui permettent à la furine de cliver la protéine. Et donc là, c'est assez frappant, effectivement, c'est une séquence qu'on ne trouve que chez SARS-CoV-2. Alors, il y a eu des publications pour dire qu'on trouvait aussi des sites furines dans un autre génome de virus, mais ces publications-là sont très discutables. On ne va pas entrer dans les détails moléculaires, mais ce n'est pas exactement au même endroit. Et en plus, ils ont dû un peu modifier l'alignement pour avoir une
une assertion vraisemblable. Du point de vue aussi de la ressemblance avec les séquences de HIV, en fait, la ressemblance n'est absolument pas significative du point de vue statistique. Je ne vais pas vous donner les détails parce que je n'ai pas le temps. En si peu de temps, on ne peut pas entrer dans tous les détails, mais je peux répondre à des questions là-dessus si vous êtes passionné de statistiques. Mais en tout cas, ce qu'a détecté Pérez quand il a publié son article où il a dit il y a des séquences identiques ou ressemblantes entre le HIV et le SARS-CoV-2, en fait, la chose est simple, c'est que les ressemblances sont limitées à des tellement petits morceaux de séquences que c'est le type de ressemblance qu'on s'attend à trouver au hasard si on compare n'importe quelle séquence de 30 000 paires de bases avec une autre séquence de 30 000 paires de bases. Et en particulier, ici, vous avez l'alignement qui a été publié par Pérez et sur lequel s'appuie Montagnier pour son argumentation. Et ceci, c'est un alignement que moi j'ai fait avec une autre séquence de 30 000 paires de bases, sauf que c'est une séquence aléatoire. Et en fait, on a un alignement aussi bon qu'ici. Et donc, c'est une sorte de démonstration empirique du fait qu'il n'y a pas de significativité statistique, c'est-à-dire qu'on a le même genre de ressemblance au hasard si on génère des séquences aléatoires. Ce qu'on peut conclure, donc, pour nous, pour le groupe de scientifiques avec lequel je travaille et puis pour un tas d'autres scientifiques dans le monde, ce qu'on peut conclure, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul argument définitif pour écarter ou pour démontrer que le virus est d'origine naturelle ou qu'il est d'origine de laboratoire. On est vraiment devant une question scientifique qui est ouverte, du point de vue scientifique. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut continuer à analyser ça avec la même démarche que nous, on a faite, mais en analysant aussi les autres aspects, notamment l'écologie des chauves-souris, qui est une des spécialités du musée de Bourges et pour lequel moi, je suis complètement incompétent, mais mettre ensemble, justement, une commission scientifique, un groupe de scientifiques interdisciplinaires qui puissent couvrir tous les aspects moléculaires, les aspects évolutifs, les aspects de l'écologie des chauves-souris, des autres animaux, une connaissance aussi de l'infectiologie dans les milieux d'élevage, des médecins évidemment, enfin, mettre ensemble tous ces gens-là pour dire menons une vraie enquête et mettons les compétences, toutes les compétences requises et pas uniquement l'aspect moléculaire et virologie, et donnons-nous aussi les moyens de pouvoir prélever des échantillons à tous les endroits qui seraient susceptibles d'apporter un petit élément d'information. Mais quelle que soit l'ampleur de ces travaux-là aussi, c'est que cette enquête doit être menée sans préjugés, c'est-à-dire sans avoir a priori un désir de démontrer l'une ou l'autre hypothèse. Quand on fait de la science, on ne veut pas démontrer une hypothèse, on veut tester des hypothèses. Voilà, je vais m'arrêter ici et je laisse la place à vos questions. Merci, Jacques Van Helden, pour cette conférence qui a permis à chacun de comprendre un peu mieux justement la problématique de recherche et les études qui sont menées. Je vois qu'il y a plusieurs questions et notamment il y a des remarques de Jean-François Julien. Alors Jean-François Julien, pour le présenter, donc il est au Muséum national et il travaille justement sur ces questions également en lien avec les chauves-souris. Hein. C'est un des grands monsieur sur la partie chauve-souris. Donc je vais me permettre de lui donner la parole. Oui, moi j'avais posé des questions par écrit en fait. Moi, je tiens à préciser que je travaille sur les chauves-souris, pas sur les virus. Donc on a quand même été forcé de s'intéresser surtout au niveau ce qu'on appelle le spillback potentiel, c'est-à-dire que le risque qu'on refile le SARS-CoV-2 à nos chauves-souris indigènes. Donc il a fallu qu'on voit ça d'un peu près. Le point qui me gêne le plus dans les hypothèses d'origine d'un labo, enfin de sortie du virus d'un labo, c'est le fait que s'il a été vraiment cultivé, propagé, alors je fais des furets, des souris humanisées en culture de cellules, normalement, à chaque fois qu'on fait ça, j'ai l'impression, avec quasiment tous les virus, on assiste vraiment à une accumulation de mutations. Et du coup, on peut imaginer qu'une fois qu'une souche comme ça revient chez l'homme, elle va être obligée de s'adapter. On va voir pas mal de mutations. Alors, quand je parle de mutations, ce ne sont pas les mutations qu'on peut qualifier de neutres, là, qui n'ont pas vraiment d'effet sur la biologie du virus, hein, qu'on observe depuis qu'il est arrivé, mais des mutations, des ensembles de mutations, un peu du style de ce qu'on appelle les variants, là, qui sont sortis d'Angleterre, du Brésil ou d'Afrique du Sud. Donc voilà. Et ça, c'était quand même moi, c'est un papier qui m'avait beaucoup frappé au départ, d'Alina, enfin entre autres, une chercheuse américaine, Alina Chan, qui par ailleurs est une farouche partisane, d'ailleurs paradoxalement, de l'hypothèse de sortie d'un labo. Mais bon, un papier relativement simple. Alors là, vous pouvez mieux apprécier que moi peut-être la validité des comparaisons, mais où justement, elle et ses collègues ont comparé la façon dont les séquences de SARS-CoV-2 avaient évolué depuis les premières séquences, qui ne sont que les premières séquences obtenues, ce n'est pas le virus d'origine, donc depuis décembre 2019, où on a l'impression qu'il y a eu une espèce
on dit de stase en évolution, c'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup bougé jusqu'à l'automne dernier. Alors, et ils ont fait une comparaison avec le virus du premier SRAS, qui lui a bougé, a présenté vraiment des phénomènes de sélection positive. Moi, c'est un papier, c'est pas le seul qui est conclu à ça, mais c'était peut-être le plus, bon, à la fois peut-être le plus simpliste au point de vue analyse de séquences, ou le plus parlant. Donc ça, pour moi, ça veut dire que si le virus est sorti d'un labo, enfin surtout s'il a été propagé en labo, moi personnellement, j'aurais plutôt tendance à croire que c'est un chercheur du labo qui s'est fait contaminer sur le terrain et qui l'a rapporté. Absolument. Donc effectivement, le papier d'Alina Chan, on le connaît. Comme plusieurs scientifiques qui se posent des questions avec un esprit ouvert, plusieurs hypothèses se sont maintenant rejoints. Et d'ailleurs, en fait, vous voyez même dans l'article qui a été co-signé par 26 scientifiques, Alina Chan en fait partie des co-signataires. Oui, oui, ça j'ai vu. Donc, on la connaît, on est en contact avec elle, on interagit, on fait un séminaire ensemble mais justement d'analyse objective des arguments. L'argument d'Alina Chan est très intéressant et il est compatible avec plusieurs hypothèses. Donc, effectivement, comme vous le dites, elle le montre bien dans son article, mais c'est quelque chose qui est connu en virologie, qui est très connu en virologie, c'est que quand on a un transfert d'un virus d'une espèce animale à une autre, en fait, juste après le transfert, le virus est modérément adapté à son nouvel hôte. Et comme il est modérément adapté, il va être un petit peu, il va réussir à se transmettre d'une bestiole à l'autre, mais parmi toutes les mutations qui se passent de façon aléatoire, et comme vous l'avez dit, beaucoup de mutations sont neutres, elles n'ont pas d'effet ni d'améliorer ni de diminuer l'aptitude du virus. Mais au début, quand il n'est pas encore très adapté, incidemment, accidentellement, de temps en temps, il y a une mutation qui fait qu'il va être un petit peu plus adapté. Et dès le moment où il y a cette mutation-là, le virus ce variant-là va se transmettre, comme ce qui est en train de se passer d'ailleurs aujourd'hui avec les variants anglais, sud-africains et brésiliens. Donc, dès le moment où une mutation augmente un tout petit peu l'aptitude d'une souche par rapport aux autres souches du même virus, c'est lui qui va se propager et puis après, sur cette mutation-là, va s'ajouter une nouvelle mutation qui va lui permettre d'être encore un peu plus efficace. Et donc, on observe, juste après un transfert d'espèce, au début d'une émergence virale, on observe un taux de mutation apparent assez élevé parmi les mutations adaptatives. Et puis, à un certain moment, le virus est de plus en plus adapté à son nouvel hôte. Et parmi les mutations, il y en a pas mal qui soit sont neutres, soit vont plutôt diminuer sa capacité à se transmettre. Et donc, ce qu'on observe en résultat de tout ça, c'est que la courbe du nombre de mutations en fonction du temps dans une population de virus qui se propage dans une population, on voit qu'au début, c'est assez élevé et puis ça diminue progressivement et ça se stabilise, ce que vous appelez la stase, tout à fait. Donc, c'est exactement ça. Ça, c'est ce qui est connu classiquement. Et donc, on a observé ça non seulement effectivement dans le SRAS, mais dans d'autres virus, pas seulement des coronavirus. Et là, Lina Chan, en comparant le rythme d'évolution du SRAS et de SARS-CoV-2, elle conclut que dès le mois de novembre, parmi toutes les souches qu'on a, il était déjà adapté en fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire plein de choses différentes. Ça peut vouloir dire soit que ce virus-là, il circulait déjà dans les populations humaines, mais simplement qu'il était adapté à l'humain, mais qu'il était moins toxique et donc on n'a pas vu, qu'il était moins pathogène, et donc on n'a pas vu une pandémie, une émergence. Et puis peut-être qu'en novembre, donc c'est un des scénarios qu'on veut investiguer, c'est qu'il y a une circulation, ce qu'on appelle à bas bruit, c'est-à-dire un virus qui donne de temps en temps chez certaines personnes une pneumonie ou une grippe atypique, mais à part ça, qui se propage sans faire trop de dégâts. Et puis qu'à un moment, il y a eu, dans la région de Wuhan, en Chine ou ailleurs, ou n'importe où dans le monde, une mutation qui a fait qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et cette mutation pourrait d'ailleurs être l'insertion de lucifurin, mais c'est une hypothèse parmi d'autres. Donc ça, le fait même qu'il soit déjà adapté depuis novembre n'est pas incompatible avec une origine naturelle et une circulation dans la population humaine à bas bruit. Une autre hypothèse pourrait être que le fait qu'il était déjà adapté dès le début résultait du fait qu'on ait fait une sélection sur des cellules en culture cellulaire. Alors là, il y a aussi tout un débat sur cette histoire-là de culture cellulaire, parce que classiquement, quand on parle de virus et qu'on les met en culture cellulaire, c'est pour les atténuer. Donc, je pense que votre deuxième question fait référence à ça, c'est l'atténuation. Oui, mais ça, c'est quand on parle d'un virus qui est déjà adapté à l'humain et qui se transmet. C'est une des façons dont on a fait initialement d'ailleurs des vaccins, c'est en atténuant les virus, c'est-à-dire qu'on les met en culture cellulaire. Et quand ils sont dans des cultures cellulaires, ils peuvent se multiplier beaucoup plus rapidement, mais ils sont plus soumis à notre système immunitaire. Et donc, ils se développent à leur aise, il y a des mutations qui arrivent et qui les rendent un petit peu moins adaptés à se défendre contre notre système immunitaire. Et donc, si après ça, on injecte ce virus-là à un humain, en fait, parmi tous ces virus, l'accumulation des mutations feront que
il est moins adapté après un grand nombre de cycles de culture cellulaire qu'il ne l'était au départ. Donc, quand on a un virus humain qu'on met en culture cellulaire, ça réduit son adaptation et c'est une des stratégies utilisées pour faire des vaccins. Par contre, quand on travaille avec des virus animaux et que ces virus animaux qui normalement n'infectent pas l'humain, on les force somme toute, à être cultivés sur des cellules d'abord de singes et puis qu'on fait un passage du singe à l'humain, ce qui sont des choses qui se pratiquent en laboratoire. Là, par contre, on va plutôt accumuler des mutations adaptatives pour l'humain. Mais ce ne sera pas encore suffisant pour que le virus passe d'un seul coup de cellules cultivées d'humains à un humain. Mais néanmoins, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est justement ce que je voulais dire, c'est qu'on peut difficilement imaginer que le virus ait sauté d'une culture de cellules ou d'un élevage de furets ou de singes, bon, c'est peu trop, enfin, il y en a à Wuhan, mais voilà, qu'il ait sauté à l'automne 2019 et qu'on ait aussi vite récupéré des souches qui sont restées stables après. Oui. Alors, c'était, en fait, vous disiez un peu la même chose. Quoi. Parce que, je ne sais pas, les virologues, vous discutez avec... Voilà, dès qu'on les met en culture de cellules, c'est effarant. Quoi. Les SARS-CoV, je crois qu'ils ont très vite une délétion enfin, qu'on a retrouvé après. Mais bon, ils perdent très vite le site purine. Hein. Alors, et leur fuite, enfin bon, ils se débobinent un peu. Quoi. Et donc, on ne peut pas imaginer que comme ça, au bout d'un mois, bon, il y a eu de nouveau suffisamment de sélection pour qu'on se retrouve avec, donc toujours pareil, avec une souche qui restait à peu près stable jusqu'en novembre, enfin jusqu'à... Bon. Tout à fait. Alors justement, je pense que effectivement, il ne faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire que si on veut pousser cette question-là, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Collecter d'autres échantillons. Et notamment, ce qui a été fait maintenant, hein, alors j'ai des collègues phylogénéticiens aussi qui travaillent sur les rythmes de l'évolution. Encore cet après-midi, je discutais avec l'un d'entre eux et qui disait que lui, il utilise les mêmes méthodes hein, qu'Alina Chan et que le problème, c'est que selon la manière dont on choisit les paramètres du programme, en se basant vraiment sur l'ensemble des dizaines de milliers de séquences dont on dispose aujourd'hui de SARS-CoV-2 qui ont été prélevées dans tous les pays du monde, hein, on peut analyser le rythme d'évolution et essayer de retrouver la souche ancestrale commune à tous les virus SARS-CoV. Hein. Le premier à dater en fait l'ancêtre hypothétique, puisqu'on n'a pas cet ancêtre, hein, mais l'ancêtre hypothétique de tous les SARS humains, et on peut le dater, mais selon le programme, avec un des logiciels, ça date de septembre 2019. Avec un autre logiciel, il le date qui est un logiciel plus élaboré, avec des modèles plus fins, évolutifs plus fins, ça date de 2017. Évidemment, est-ce que c'est parce que les paramètres sont imprécis? Il y a toute une question de la robustesse des estimations et des inférences par rapport au choix des paramètres, hein, qu'on connaît bien en sciences. Donc voilà, c'est des questions que les gens se posent. Donc moi, ce que je pense, et mes collègues aussi, hein, c'est qu'il faudrait faire de l'échantillonnage. Et ce qui se fait maintenant, c'est de chercher aussi des traces antérieures à novembre 2019, et notamment en allant chercher chez des patients qui avaient des pneumonies atypiques. Donc ça, c'est une des choses qu'il faut vraiment faire si on penche pour l'hypothèse d'une circulation à bas bruit. C'est d'aller dans tous les hôpitaux, voir des gens qui avaient des pneumonies, des grippes atypiques, et voir si on dispose encore de prélèvements des voies respiratoires, parce que dans certains cas, les hôpitaux gardent ça pendant 4 ans, et commencer à voir s'il y a du SARS-CoV là-dedans. Alors, il y avait une question donc, de Christine Lebas. Après, je lui donne la parole. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, ma question, c'était par rapport au pangolin. Donc, vous avez dit que finalement, le pangolin n'était plus considéré comme l'agent intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme. Il y a des hypothèses sur un autre animal et qui, du coup, pourraient permettre d'augmenter votre panel de virus à comparer. Oui, c'est ça. Oui, alors il y a des hypothèses, il y a plusieurs hypothèses dans les élevages. Et ce qu'on a constaté, et ça c'est un fait qu'on a constaté, c'est que certaines espèces cultivées sont très sensibles à ce virus-ci, et notamment les furets et les visons. Et donc, notamment dans plusieurs pays d'Europe, il y a eu des contaminations, et notamment en Italie et puis en Europe du Nord, des élevages de visons qui ont été contaminés par leurs éleveurs, en fait. Donc, le virus est allé de l'humain vers le vison. Et ce qu'on a fait, et à ce moment-là, effectivement, quand il y a un passage comme ça de l'humain à l'animal, là, on constate que généralement, après, il évolue à l'intérieur de l'élevage parce qu'il est confronté à un nouvel hôte. Et donc, il y a ce dont je vous avais parlé, hein, c'est qu'au début, juste après le transfert d'une espèce à l'autre, au début de la propagation du virus, les mutations, parmi les mutations, il y en a pas mal qui vont être adaptatives, qui vont un petit peu mieux l'adapter à son nouvel hôte. Et donc, on va avoir une adaptation assez rapide. Et ce qu'on craint, c'est qu'après, une fois qu'il aura eu ces mutations, il puisse recontaminer un humain, par exemple un autre éleveur,
et que ce soit une forme mutante du virus qui a accumulé pas mal de mutations et qui soit donc devenu insensible à nos vaccins, insensible à notre système immunitaire, à la reconnaissance qu'on a déjà eue si on a été infecté, et que du coup, on relance une nouvelle pandémie avec des nouveaux variants qui auront vraiment fait un passage de l'humain à un élevage d'animal, une évolution assez rapide, et puis revenir chez l'humain. Et donc, ce qu'on a fait, c'est d'éliminer systématiquement les élevages animaux où il y avait eu de la contamination. Donc, on sait que ça passe bien chez le furet et chez le vison. Et on a évoqué aussi en Chine le chien vivrin, qui est un animal d'origine sauvage, mais qu'on élève maintenant pour le consommer. Et donc, ça, c'est vraiment des pistes qu'il y a des collègues qui travaillent en Asie du Sud, notamment en France. Il y a un très, très grand spécialiste de ça, c'est Serge Morand, qui travaille sur la collecte d'échantillons d'animaux pour voir s'il y a des coronavirus qui ressemblent à SARS-CoV-2. Donc, ça, c'est mais voilà, donc c'est une des hypothèses qu'il faut aussi tester. Et pour ça, la seule façon de procéder, c'est effectivement d'aller le plus possible, d'avoir les coups des franges pour aller dans les élevages et pouvoir faire des échantillonnages. Alors évidemment, si on découvre que c'est dans les élevages qu'il y a eu des contaminations, et en particulier en Chine, il y a beaucoup d'élevages d'animaux qui ne sont pas comme la vache, le cochon, des animaux avec lesquels on a appris à vivre depuis 10 000 ans, et donc on partage des virus, mais ce n'est pas vraiment des virus qui sont susceptibles de nous donner des pandémies comme celui-ci. Le fait même de mettre de façon fréquente des humains en contact avec des animaux qui ne font pas partie de nos animaux domestiques habituels est un facteur de risque. Et donc, ça va poser des questions aussi du point de vue des conséquences économiques, des conséquences du rapport de l'humain à la nature. Et ces questions-là, il faudra à un moment les poser. Donc, il y a une question également de Patricia. Je vais lui donner la parole. Bonjour, moi j'ai été impressionnée par ces expériences que je ne connaissais pas de gain de fonction, et je veux bien que vous nous disiez un petit peu la loi, comment elles sont encadrées, est-ce qu'elles sont autorisées, et visiblement j'ai compris qu'il y avait un débat virulent important autour de ces questions, et donc voilà, quid de leur légalité? Alors, elles sont tout à fait autorisées, donc il n'y a pas de réglementation internationale qui les interdise. Mais de fait, en matière d'expérimentation biologique, il n'y a pas vraiment des lois internationales. Par contre, il y a des cadres de conventions, notamment là, il y a des réglementations, enfin, il y a des recommandations de l'Europe, par exemple, sur les expériences qui sont acceptables ou pas. Il y a des accords internationaux. Mais ici, non, on est autorisé à faire ces expériences-là. Au moment où il y a eu le scandale de Ron Fouchier en 2011, il y a vraiment eu un gros débat dans la communauté internationale. Ça n'a pas été très diffusé dans le grand public. Par contre, il y a eu un débat parmi les virologues et en particulier parmi vraiment deux groupes de virologues, les gens qui font de la virologie moléculaire et d'études des relations entre le génome, les protéines, leur structure, leurs fonctions, et des gens qui sont plus justement dans la surveillance et dans la prévention et qui disaient mais il ne faut absolument pas faire ces choses-là. Donc il y a un très bon débat qu'on trouve sur YouTube, par exemple si on cherche Mark Lipstich, qui est un débat d'une heure qui date de 2014 où il y a deux personnes qui viennent parler. Donc, il y a Mark Lipstich qui travaille justement dans un organisme de surveillance des épidémies et des pandémies virales et qui vient expliquer pourquoi ces expériences-là sont dangereuses parce que, notamment, il y a déjà des antécédents d'échappement de laboratoire accidentels. Depuis 1977, on en a répertorié quand même quelques dizaines qui ont été reportés, qui sont c'est pas de la c'est pas du complotisme, quoi. C'est bien reconnu par les centres en question, expliqué dans les revues scientifiques et dans les journaux, et chaque fois analysé, et jusqu'ici, fort heureusement, y compris d'ailleurs des virus de SRAS. Il y a eu 4 cas où des virus de SRAS se sont échappés de laboratoire accidentellement, de différentes manières. Donc ça peut s'échapper, hein, un chercheur ou quelqu'un qui travaille au laboratoire qui se contamine accidentellement. Parfois, il y a des virus qui sont sortis parce que les échantillons d'expérimentation n'avaient pas été suffisamment détruits et donc on les a retrouvés dans les poubelles en gros pour dire simplement. Il y a eu différents mécanismes par lesquels parfois ça a été par les voies d'aération parce qu'il y avait une défaillance technique dans la climatisation. Donc on a plusieurs incidents comme ça. Il y a des revues là-dessus que je pourrais vous donner en complément si ça vous intéresse, hein, ou qu'on cite dans notre revue, mais donc, on sait que les accidents existent. Donc, la première réponse est non. Il n'y a pas de réglementation internationale. Et même aux États-Unis, où temporairement le NIH a suspendu ses financements, il les a réactivés en 2014. En 2014, il les a suspendus. En 2017, il les a repris. Aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de virologues qui pensent que, y compris des virologues moléculaires, hein, c'est pas tous les virologues moléculaires pensent loin de là, ils ne pensent pas tous qu'il faut faire ces expériences, au contraire. Et donc, il y a un grand nombre de scientifiques qui maintenant se disent
arrêtons tout et réfléchissons. Mais évidemment, le fait de savoir d'où vient ce virus-là, il a des conséquences énormes. Parce que si ce virus, il s'avère que c'est une zoonose naturelle dans des mines ou dans des grottes où il y a eu un transfert d'un animal à l'humain dans un site naturel. Ce qui ça veut dire, c'est qu'il faut éventuellement minimiser les occasions où il y a des contacts comme ça entre l'humain et des sites où d'habitude il ne va pas. Et d'autre part, on peut aussi se dire, ben non, allons faire de l'échantillonnage, qui est la mission de Wuhan, pour aller voir quels sont les virus qui seraient potentiellement dangereux. Mais en même temps, ben, en faisant ça, on risque de contaminer les gens qui travaillent dans ces grottes. Et en fait, les mineurs de Moïjane, ce n'était pas clair ce qu'ils allaient faire dans cette mine, parce que c'était une mine désaffectée. Et notamment, ils étaient apparemment chargés de collecter des excréments d'animaux. Donc, s'ils se sont contaminés sur une mission dont le but était de collecter des échantillons pour détecter les virus, ben là, c'est un peu dommage. Enfin, c'est dommage, c'est catastrophique en fait pour eux, et puis c'est un peu curieux. S'il s'agit d'élevage, au contraire, ben là, il faut mettre en place un système de vérification systématique des virus dans les élevages. Par contre, si c'est effectivement un accident de laboratoire lié à des expériences des gains de fonction, ben là, il faut au contraire suspendre ces expériences-là. Donc, la question des origines n'est pas seulement une question scientifique. J'ai dit, nous, on l'aborde comme une question scientifique, mais elle a une importance énorme, évidemment, concernant des choix à faire en matière de politique scientifique et de politique en général. Il y avait Jean-François Julien qui levait à nouveau la main. Oui, non, je voulais juste rappeler, justement à propos des contaminations, même des mineurs, là, des Tongan, c'est qu'il y a une activité que certains à Bourges connaissent bien, qui est pratiquée depuis des millénaires, qui consiste à récolter du guano, donc c'est le nom qu'on donne à l'accumulation de crottes de chauve-souris, comme engrais. Et ça, c'est certainement… Donc finalement, ces mineurs faisaient quelque chose, alors ils l'ont peut-être fait, enfin ces mineurs ou ces ouvriers l'ont peut-être fait de façon plus intensive que d'autres, mais quelque chose qui se pratiquait en France, quand il restait encore beaucoup de chauves-souris, hein, en France, sous des colonies de rhinolophes, d'espèces voilà, chez lesquelles circule le plus de SARS-CoV. Donc ça, ça va… En Asie du Sud-Est, c'est quelque chose qui va être encore plus difficile à réguler que ne le sont les problèmes de wet market là, et de consommation d'animaux bizarres. Et à ce propos, justement, les équipes de Susan Lee et Peter Daszak avaient aussi fait des petites, alors c'était assez réduit, mais des petits sondages sérologiques chez des paysans de la région du Yunnan, donc là où on retrouve le plus jusqu'à présent, le virus proche de SARS-CoV-2, et il s'était rendu compte qu'il y avait un peu plus de 5% des gens qui avaient des anticorps contre des bêta-coronavirus, contre des SARS-CoV. Donc ça prouve qu'il y a… Alors, après, Peter Daszak, il disait lui-même que c'était un calcul de coin de table, il en avait déduit que si on extrapolait ça à toute l'Asie du Sud-Est, etc., il y avait de 1, donc c'est bien un calcul de coin de table, hein, de dos d'enveloppe, on dit en anglais, de 1 à 7 millions de personnes qui se chopaient un bêta-coronavirus tous les ans de chauve-souris. Donc, il y a quand même un espèce de flux comme ça. SARS-CoV-2, bon, si donc la zoonose est parfaitement naturelle, ça a été le virus pire que les autres, pire que le premier SARS-CoV, etc. Et donc, ça, c'est un facteur, ça va être très, très difficile à réguler. C'est pour ça que moi, je ne suis pas toujours convaincu quand on parle dans le cas de SARS-CoV-2, hein, pas de toutes les zoonoses, mais d'un changement radical de notre proximité avec les chauves-souris, avec d'autres animaux, de la nécessité d'un hôte intermédiaire, il y a quand même… Et ce qu'il faut souligner, c'est que ce genre de découverte un peu bizarre, c'est-à-dire de gens qui présentent des anticorps qui n'ont pas le souvenir de maladies épouvantables, on l'a observé même pour Ebola, et encore pire pour la rage dans les Andes. Et ça, c'est pas bien compris. Comment des gens peuvent se retrouver avec séropositifs pour la rage, donc dans des villages autour desquels il y avait pas mal de vampires, sans avoir aucun souvenir, bon, puis en étant encore vivant, sans avoir souvenir de maladie. Et donc ça c'est quand même un espèce de… Ça va être très très dur à résoudre. On se dit que le mieux, c'est peut-être de pratiquer une surveillance sanitaire et épidémiologique vraiment serrée sur les pneumonies, même dans un village paumé, pas forcément de Chine, hein, parce que les virus de la famille du SARS-CoV-2 qu'on trouve chez les chauves-souris, il y a encore eu une publication hier d'un groupe chinois. C'est assez hallucinant parce qu'à part le fameux Rhinolophus affinis, ce ne sont que chez des espèces de rhinolophes très méridionaux, qui atteignent vraiment la limite de leur aire de répartition chez celui du Cambodge, celui de Thaïlande, 2 ou 3 autres espèces donc, qui ont été, pour lesquelles un préprint est sorti hier soir. À tous les coups, c'est des bêtes vraiment très méridionales. Mais voilà, donc il y a ce côté un peu presque anthropologique quoi, qui me paraît assez important.
Oui, et je comprends bien l'idée aussi qu'il ne suffit pas de dire bon, il faudrait un petit peu moins rencontrer les animaux pour que Ben voilà, ouais. l'ensemble de l'humanité s'y mette, quoi, hein. Donc, c'est effectivement assez, bon, c'est assez naïf. Par ailleurs, une autre question, hein, c'est une qu'on s'est posée, mais où dans notre groupe, il n'y avait pas vraiment la compétence pour ça. Bon, on a contacté quand même Alexandra Sanin pour ça. C'est justement sur les transmissions, enfin sur les déplacements des chauves-souris. Quand même, dans l'histoire initiale, il y avait quelque chose de compliqué parce qu'on parlait de RATG13, le virus le plus proche de chauve-souris, mais qui avait été prélevé dans une mine à 1500 km de là. Donc ça pose quand même, enfin, voilà, il y a quand même un gap, hein, il y a une lacune entre cette chauve-souris-là de 2013, l'émergence de SARS-CoV-2, et donc c'est peut-être deux phénomènes complètement indépendants, hein. Voilà. Oui, voilà, ça reste quand même le truc vraiment mystérieux, parce que les rhinolophes ont été quand même massivement échantillonnés. Bon, il faut quand même rappeler que les Chinois disent qu'ils ne connaissent sans doute que le 10e des coronavirus, alpha et bêta, qui circulent chez eux, hein. Donc, il ne faut pas non plus se faire d'illusions là-dessus. Mais là, l'effort d'échantillonnage a été intensifié et finalement, bon, le Cambodge et la Thaïlande, c'était presque ponctuel. Enfin, on retrouve des voisins de SARS-CoV-2 à tous les coups bien au sud de Wuhan. Donc ça, c'est vrai. Pour le déplacement, je vais peut-être faire un peu de pub pour les activités des groupes chiroptères en France. Donc, tous ces virus, tous ces SARS-CoV, on ne les trouve quasiment que dans des chauves-souris bien spéciales, les rhinolophes, hein, qui sont abondamment représentés en dessous de Bourges et autour de Bourges. Et ce sont des bêtes qu'on considérait comme sédentaires, qui se déplaçaient peut-être de quelques dizaines de kilomètres maximum entre l'été et l'hiver. Et en marquant plusieurs dizaines ou centaines en France, on s'est aperçu qu'ils pouvaient faire des déplacements beaucoup plus grands. Donc ça, c'est assez drôle parce que quand on relit les papiers chinois, l'hypothèse est toujours qu'ils ne font pas plus que 50 bornes. Bon, on a atteint, je crois, 400 km en France. Bon, 400 km, ça fait pas Yunnan, Wuhan. On n'y est toujours pas. Hein, mais... Et encore une fois, on a vraiment l'impression que ces SARS-CoV-2 circulent chez des espèces très méridionales pour l'Asie. Et alors, sur le transfert direct de chauve-souris à l'humain, ça, a priori, il n'y a pas de raison de l'exclure. Hein, pas du tout. Ah non. Bah, enfin, on a d'autres. Ebola, on n'est toujours pas sûr, mais il semble bien que ça a été direct, enfin, pour l'émergence en Afrique de l'Ouest. Il y a un autre virus, là, une maladie assez connue, Nipah, pour lesquels on a des exemples directs, des exemples avec hôte intermédiaire. Donc moi, je n'ai jamais compris cette espèce le fait qu'on pense forcément qu'il y a un hôte intermédiaire. Enfin, c'est pas une nécessité. Voilà, la nécessité, c'est un minimum de proximité entre l'espèce, le réservoir et l'homme. Donc souvent, effectivement, un porc ou un cheval, enfin, on a plus de contact avec les porcs ou les chevaux ou les rats qu'avec les chauves-souris, mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas de règle. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas de règle moléculaire. Il n'y a pas de problème phylogénétique. On est aussi éloigné des civettes que des chauves-souris. Enfin voilà, il n'y a pas de truc. Enfin, moi, je ne vois pas de raison comme ça universelle qui imposerait ça. Non, alors du point de vue de la biologie moléculaire, il y a dans le domaine RBD, le domaine de liaison, il y a 6 ou 7 acides aminés qui font des contacts directs entre la protéine spicule et la protéine ACE. Et alors, bon, ça a été beaucoup étudié, hein, ces 6 ou 7 acides aminés-là, on peut les étudier, les comparer. Donc, Erwan a fait ça dans notre étude, hein. Il a fait une carte où on met en regard les mutations, enfin les séquences de ACE de différents mammifères et les séquences des protéines spicules des différents virus, et pour montrer l'adaptation entre les uns et les autres et tout. On peut analyser ça, mais en fait, le fait que 4 ou 5 mutations comme ça se produisent, et puis surtout, comme c'est le cas ici, que les 4 ou 5 mutations qui ont eu lieu, enfin, ou les 4 ou 5 particularités des acides aminés qui font que ce RBT se lie aussi bien à notre protéine spicule, en fait, et mieux que ceux des autres SARS, on ne les connaissait pas auparavant, et puis voilà, c'est des choses qui peuvent se produire par simple mécanisme de mutation-sélection. Il y a une question d'Alice qui peut prendre la parole pour pouvoir la poser. Oui, merci. J'en profite pour relayer une question qui avait été posée plus tôt pendant la conférence, mais donc de Mathias, qui est tu as évoqué le fait qu'on avait trouvé le patient zéro. Est-ce que c'est vrai ça qu'on a trouvé le patient zéro? Et sinon, ma question à moi, c'est
Donc, est-ce que tu pourrais clarifier la conclusion concernant les 4 insertions de l'article qui a été rétracté, l'article des Indiens? Est-ce que donc c'est bien qu'elles ne sont pas probables, enfin c'est pas probable qu'elles soient le résultat de l'ingénierie génétique parce qu'elles sont apparues indépendamment avec du délai, donc d'après vos analyses, et dans des espèces différentes, et donc ça aurait été un peu aberrant de les répondre dans plusieurs espèces indépendamment. Est-ce que c'est bien ça, ou est-ce que tu pourrais un peu clarifier? Oui. Oui, ben merci. Alors, sur la première question, donc, je ne sais pas si j'ai dit le mot patient zéro. Le premier patient qu'on connaisse n'était pas au marché et il ne fréquentait pas le marché. Et donc, mais ce n'est pas forcément le patient zéro, c'est-à-dire, enfin oui, je ne sais pas si on appelle ça le patient zéro en fait, parce que le concept même de patient zéro est un peu utilisé dans différents sens. Donc, en tout cas, le premier patient qu'on ait identifié en Chine, et plusieurs des patients du premier groupe, du premier cluster, enfin, et encore, est-ce que c'est un cluster, mais du premier groupe qu'on avait identifié en Chine, plusieurs de ces patients, et parmi eux, les premiers, ne fréquentaient pas spécialement le marché. Ensuite, il y a eu des échantillons, il y a beaucoup d'informations donc, qui sont partielles chaque fois. Il y a eu plein d'échantillons qui ont été prélevés sur le marché même. On n'a trouvé aucun échantillon animal, ça c'est dans les rapports de l'OMS, on n'a trouvé aucun échantillon animal où il y avait des SARS-CoV-2 ou des choses proches du SARS-CoV-2. Par contre, on a trouvé plein d'échantillons où il y avait du SARS-CoV-2, mais sur les surfaces du marché, et en fait, c'est vraisemblablement les gens qui avaient été infectés, y compris des vendeurs du marché, qui contaminaient les surfaces. Et on en trouvait plus particulièrement dans une aire particulière du marché. Alors, par ailleurs, sur ce marché, on ne vendait pas de pangolin, mais oui, mais ça, c'est encore une autre histoire. Alors, sur la deuxième question, effectivement, je ne suis pas allé à la conclusion, je vous ai donné tous les éléments et je ne suis pas allé à la conclusion. Notre conclusion, c'est la suivante. C'est qu'effectivement, alors, est-ce qu'on peut vraiment conclure de ça? C'est même pas si évident. Moi, je pense que conclure est très difficile, mais en tout cas, on peut un peu avancer. Alors, ici, par exemple, l'insertion numéro 2, pour moi, c'est la plus parlante. Là, on voit qu'on a une insertion, on voit chez SARS-CoV-2, YYHK, NN, que j'ai entouré en rouge, là, NN, SWME, etc. Et exactement la même séquence dans RATG13. Oui, mais là, si quelqu'un pense que le virus a été construit à partir de RATG13 par des manipulations de labo, il va dire le fait qu'on trouve la même séquence n'est pas surprenant. Mais on trouve aussi une séquence très proche dans 2 virus de pangolin. C'est justement dans cette région-là, dans la région du RBD. Et c'est donc cette insertion-là qui fait qu'il y a une forte ressemblance, notamment. Donc là, on a des pangolins qui proviennent d'ailleurs, en fait, qui proviennent de la province de Guangdong, donc qui est tout à fait dans le sud de la Chine, donc encore à 2000 km de Wuhan, à un autre endroit, mais encore à 3000 km des grottes de Moizhen. Et puis, il y a d'autres pangolins qui ont été interceptés aux frontières chinoises, aux douanes chinoises, et qui provenaient de trafic en provenance de Malaisie. Donc, c'est des pangolins qui ont été interceptés sur les douanes chinoises. Et ensuite, on a séquencé les virus, on a vu qu'ils étaient malades, on a séquencé les virus et on voit qu'ici, on a la même insertion avec, moyennant 2 ou 3 petites différences, même on a la même insertion que chez l'humain et chez la chauve-souris. Et on voit ici des génomes qui avaient été publiés bien avant, en fait, enfin, il y a quelques années, de chauve-souris, BTZC45, etc. Et on voit qu'on a une insertion. On a une séquence qui résulte de la même insertion avec aussi 2 ou 3 petites différences. Si on veut penser qu'on a inséré des séquences de HIV dans SARS-CoV-1, il faut penser qu'on a aussi inséré les séquences de HIV dans des génomes de chauve-souris qui avaient été publiés il y a plusieurs années, dans des génomes de pangolins qui, eux, viennent d'autres laboratoires chinois. Tous ces laboratoires viennent de Chine. Donc, on pourrait dire, ah ben alors, c'est que les Chinois passent leur temps à insérer des séquences de HIV au même endroit de la même protéine des coronavirus, dans des pangolins, dans des chauves-souris, etc. Mais là, ça devient quand même vraiment un peu tiré par les cheveux. Donc, je pense qu'il est extrêmement invraisemblable. Le fait même qu'on ait cette conservation fait pencher beaucoup plus la vraisemblance vers le fait qu'il y a eu un événement de mutation qui est assez ancien et qui a donné naissance à plusieurs souches de virus dont on retrouve une trace, réellement, c'est une trace ici, dans plusieurs virus, qui est qu'il y a ce petit morceau de séquence qui est à la fois chez des chauves-souris qui avaient été publiés précédemment, chez les nouveaux génomes de chauves-souris RATG13, chez le virus humain CoV2 et chez 4 génomes de pangolins. Voilà, donc ça, c'est un peu notre mode de raisonnement. C'est moins simple pour les autres insertions, parce que justement, là, elles diffèrent. Hein, on a la même insertion. Enfin, oui, non, quand même, partiellement, on a la même chose. Mais on a clairement un événement d'insertion qu'on retrouve chez SARS-CoV-2, RATG13. Et là, on le retrouve aussi de façon intéressante. On retrouve une insertion
au même endroit dans les virus cambodgiens, mais ce n'est pas la même séquence. Donc, c'est sans doute un autre événement d'insertion ou bien une insertion et puis une divergence. Ici, on serait plus tenté de penser que c'est un autre événement d'insertion. Donc, rien n'est conclusif. On ne peut pas exclure formellement la possibilité qu'il y ait eu dans 3 laboratoires chinois différents, en effet, le même genre de manip en insérant la séquence de HIV. Enfin, ça me semble quand même très, très intéressant. Qui avait été demandé Patricia. Alors, je vous donne la parole. Patricia, allez-y. Ça concerne la sélection artificielle en laboratoire dont vous nous avez parlé. Est-ce que vous pourriez donner un exemple concret d'expérience de transfert d'espèces? Et puis éventuellement la publication ou un exemple de publication de cette… Oui, là je ne l'ai pas sous la main, mais oui, il y a une revue qui a été publiée. Alors, il y a très très peu d'articles qui ont été publiés dans les revues scientifiques sur les hypothèses justement d'une fuite de laboratoire. En fait, quand nous on a publié notre revue, on ouvrait cette hypothèse-là parmi les autres. Alors c'est intéressant parce que nous on est parti vraiment de l'idée que notre article, la première motivation de notre article, c'était quand même de critiquer ou d'évaluer, et puis avec une évaluation négative, cette hypothèse d'une manipulation pour une insertion. Et on a montré que ça ne tient pas la route avec le raisonnement que Alice m'a amené à conclure. Là, j'avais donné les éléments de base. Mais en fait, quand notre revue est parue, c'était au mois de juillet, il n'y avait aucun article paru dans une revue scientifique concernant les hypothèses qui disaient explicitement que ce virus pouvait sortir d'un laboratoire par voie accidentelle ou autre, mais en tout cas même par voie accidentelle. Il y avait les articles de Alina Chan, qui ont été soulignés par Jean-François, et qui en fait, elle n'a toujours pas publié son article. Elle l'a envoyé à des tas de revues, il a toujours été refusé. Et donc, elle a l'impression qu'il y a vraiment une sorte de censure, en fait, ou de refus d'envisager ça. On peut en discuter de ce refus, parce qu'il y a eu en fait un article publié par 27 scientifiques en février qui disait il faut refuser de propager les idées selon lesquelles ce virus, toute hypothèse selon laquelle ce virus pourrait être d'origine non naturelle. Donc, ça a été signé dans Lancet, un billet signé par 27 scientifiques. Et dès ce moment-là, évidemment, c'est très difficile pour un scientifique de publier un article comme celui de Alina Chan, puisque d'emblée aussi, on a amalgamé ça du complotisme. Donc, la situation est difficile. Néanmoins, il y a eu un article qui est paru aussi au mois de juillet, publié par Dan et Karl Sirotkin dans la revue BioSA. Et c'est un article qui fait un rappel historique, d'une part, des accidents de laboratoire, d'échappement de virus de laboratoire, et d'autre part, qui discute justement de ces expériences de transfert d'espèces. Et donc, ils citent, eux, un tas d'expériences qui ont été faites de transfert d'espèces. Et aussi, dans la conférence que mon collègue Étienne de Crowley avait fait, il cite quelques exemples de manipulations qu'on fait sur des virus pour tester leur capacité à infecter l'humain ou des modèles comme la souris. Oui, donc il y a pas mal de publications là-dessus, et notamment si vous voulez en trouver une série, donc dans cet article de Karl Sirotkin qui a été publié dans BioSA, et on le cite dans la revue qu'on a publiée. Nous, on a publié donc une revue dans Médecine Science, et voilà, c'est ça. Cette revue-là, c'est en français, c'est une revue qu'on a publiée dans Médecine Science en juillet. Et donc, elle est en libre accès. Vous pouvez, si vous tapez le titre « Retrouver les origines Médecine Science », vous la trouverez. Et entre-temps, on vient de publier en février une traduction en anglais qu'on a un peu complétée, justement parce qu'il y avait des nouvelles publications. Donc, l'article de Sirotkin, il n'est pas dans la revue française, en français, parce qu'ils n'avaient pas encore publié un article, mais on le cite dans la version anglaise qui a été publiée dans Environmental Chemistry Letters. Si vous voulez, sinon vous pouvez m'écrire et je vous enverrai des références. Mais il y en a pas mal. D'accord, merci beaucoup. Pascal Pelayou a posé la question par écrit. Donc, j'ai bien entendu que votre méthode est de tester la vraisemblance de chaque hypothèse, donc aucune n'est votre favorite. Concernant le passage d'espèces, un participant a confirmé avec vous qu'il n'a pas forcément d'hôte intermédiaire. Ne va-t-il pas favoriser le regard sur les manips de labo qui auraient été extériorisées, peut-être, et favorisant la théorie du complot? J'ai pas vraiment l'impression que ça va favoriser ça. C'est-à-dire, justement, si on dit qu'il n'y a pas forcément un hôte intermédiaire, et sachant, ce que vient de rappeler
le collègue qui est spécialiste des virus, et sur les pratiques en Chine d'aller récolter du guano, ben, ça peut tout aussi bien renforcer un scénario d'une contamination zoonotique en milieu naturel ou dans des mines, c'est pas forcément naturel, mais enfin dans des endroits qui sont sauvages, on peut dire, voilà, sauvages, dans des milieux sauvages, et où il y a des humains qui se soient contaminés avec un coronavirus, comme il en circule plein, et puis comme il y en a plein dans les cacas de chauve-souris, évidemment, mais que ce coronavirus ensuite ait pu circuler. Alors évidemment, on peut se demander où était cette mine-là, c'est-à-dire est-ce qu'elle est tout près de Wuhan et que puis ça a émergé à l'endroit même où il y avait eu la contamination zoonotique, c'est une possibilité qui reste ouverte au regard de ça, d'une contamination directe par des chauves-souris. Une autre possibilité, c'est que la contamination ait eu lieu près de Yunnan, donc dans la province de Yunnan, près de cette mine, cette fameuse mine de Moijan, et que donc cette contamination ayant eu lieu, ben, le virus en question, il donnait des grippes, des pneumonies, mais il n'était pas aussi terrible que ça, et puis qu'il a circulé dans la population chinoise, et puis qu'il y a eu une mutation qui est arrivée dans la région de Wuhan ou ailleurs, mais chez quelqu'un qui a voyagé dans la région de Wuhan, et que là, le virus est devenu vraiment ce qu'il est, c'est-à-dire ce virus qui est asymptomatique chez pas mal de monde, et puis quand il est symptomatique, il est déjà contagieux avant d'être symptomatique, et qui en plus après a acquis sa pathogénicité particulière qui fait que ben, il est mortel, qu'il est particulièrement dangereux pour certaines catégories de personnes et tout. Donc moi je pourrais très bien expliquer ça dans le cadre vraiment pas du tout complotiste d'une hypothèse naturelle, quoi. Il n'y a pas de problème avec ça. Mathias, alors attendez, on va vous donner la main. Alors, première question. Jacques, tu n'as pas parlé des variants. Je voulais savoir si par hasard on les appelle variants parce que leur séquence, elle varie aussi au niveau de la protéine S, comme le virus de base, entre guillemets, ou bien est-ce que c'est ailleurs dans le génome? Et la deuxième question, je pense qu'elle sera répondue vite aussi. Est-ce que c'est quoi ta position au niveau des expériences de gain de fonction, juste personnellement? Parce que je me demandais, est-ce qu'on ne pourrait pas étudier l'évolution des virus juste par des cultures sur cellules et de la modélisation et des simulations informatiques? Parce que, encore une fois, les expériences de gain de fonction, ça me paraît être beaucoup trop risqué pour pouvoir continuer à être utilisé légalement. Merci pour les questions. Alors, de fait, sur les variants, oui, les variants qu'on connaît. Alors, les variants, d'abord, je vais juste vous partager mon écran encore une petite seconde ici. Ici, vous voyez un outil qui s'appelle, enfin un site web qui s'appelle NextStrain, la souche suivante. Un strain, ça veut dire une souche virale, quoi, ici. Et bon, c'est un site qui avait déjà été construit auparavant pour d'autres pandémies. Donc, ici, j'ai le jeu de données de nCoV, le nouveau coronavirus, le CoV2. Mais on peut aussi analyser les génomes de la dengue, de Ebola, des entérovirus, etc. Mais là, pour le moment, ce qu'on voit, c'est une répartition géographique de toutes les différentes souches de SARS-CoV-2, avec justement les souches anglaises, africaines, etc. Et ici, on voit un arbre phylogénétique depuis le tout début de la pandémie, et on peut voyager dans le temps, en fait remonter dans le temps, et c'est par des méthodes similaires à celles que je vous ai montrées de reconstruction phylogénétique. Le graphique du dessous, là, ce qui vous montre, en fait, c'est tous les endroits où il y a des mutations, donc des variants, et en fait, on voit que à quasiment toutes les positions du génome, aujourd'hui, on connaît des variants, en grande partie grâce aux Anglais, parce qu'ils ont mis en place un énorme programme de séquençage, ça s'appelle la surveillance génomique, où ils ont séquencé le génome complet de à peu près 250 000 virus de patients, quand même, prélevés sur des patients, et puis après, ça permet justement d'étudier l'évolution de ces virus. Alors, il y a la moitié des données qui sont actuellement disponibles qui proviennent de l'Angleterre, il y en a beaucoup qui proviennent des États-Unis, du Danemark, du Japon, et puis il y en a très peu qui viennent des autres pays. La France est en train de se lancer maintenant dans un programme de surveillance génomique pour faire des dizaines de milliers de séquences par semaine. Hein, donc, on est en plein là-dedans pour le moment. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est que partout dans le génome, il y a des variations qui apparaissent, mais on voit qu'il y a des endroits où il y a une fréquence élevée de variants. Hein, vous voyez ? Et là-dedans, effectivement, dans la région autour de 22 000, là où il y a une sorte de très forte densité de variation, en fait, c'est la protéine S, et c'est la gène S qui code pour la protéine S. Et les variants, on sait qu'ils ont un effet sur la protéine S. Et on a même étudié de façon moléculaire l'impact de ces variations. Et notamment, ce qu'on a montré, c'est qu'il y a une première variation qui est apparue, mais dont on n'a pas beaucoup parlé. On en parlait dans un cours qu'on a fait à l'Université populaire, mais au mois de novembre, il y avait une variation qui venait au mois de mars-avril, qui avait un variant qui avait remplacé la souche originale dans toutes les populations européennes. En un mois, la première souche avait été remplacée par un variant qui était une mutation sur la position 614 de la protéine Spike. C'est pour vous dire à quel niveau de détail on regarde.
Et en fait, il s'avère que cette mutation-là, elle n'avait pas d'effet de pathogénicité augmentée, etc. Mais ce qu'elle a fait, c'est de changer un tout petit peu la flexibilité de la protéine spike. C'est tout. Elle change un peu sa flexibilité. Et alors, il y a eu des études qui ont montré que ça a augmenté quand même la capacité à infecter la cellule un petit peu, mais pas énorme. Et puis la mutation anglaise, en fait, ce qu'elle a fait, qu'on appelle anglaise, on ne sait même pas si elle est arrivée en Angleterre. On l'a détectée en Angleterre parce que les Anglais, ils font du séquençage à tour de bras. Donc on l'a détectée en Angleterre, mais peut-être qu'elle vient d'ailleurs. Néanmoins, donc cette mutation, le variant anglais, on sait très bien où il se situe, c'est sur la position 501. Et sur cette position-là, en fait, ce qu'il fait, c'est que sur cette protéine qui est un tout petit peu plus flexible, donc ça lui facilite, ça augmente sa probabilité de trouver le bon angle pour entrer en contact avec la protéine ACE. Et ensuite, la mutation 501, ce qu'elle a fait, c'est augmenter l'affinité. C'est-à-dire qu'une fois que la protéine est collée, elle colle mieux que le variant original. Et dès ce moment-là, on a une protéine qui a une plus grande probabilité de tomber dans le bon angle, et puis qu'une fois qu'elle se colle, elle tient mieux au récepteur. Et donc, ça augmente la facilité pour ces variants-là, le variant anglais, d'entrer dans la cellule et de se transmettre, de se propager et puis de se transmettre. Et dès ce moment-là, ce variant anglais est en train de remplacer le variant 614, mais il s'ajoute au variant 614. Et on a fait la même chose dans le cadre des variants brésiliens et sud-africains, et on connaît précisément, au point de vue moléculaire, les modifications toutes petites modifications de la forme de la protéine qui font que ces variants-là sont plus efficaces pour nous infecter. Mais en plus, pour le variant sud-africain et le variant brésilien, il y a une mutation, en plus de celle dans le domaine de liaison au récepteur, il y a une mutation précise sur le côté, dans les régions où je vous ai montré qu'il y avait les insertions chez SARS-CoV-2. Dans une de ces régions-là qui sont exposées à l'extérieur, il y a une mutation qui fait qu'il est moins accessible pour nos anticorps, ou plus précisément qu'il change un peu sa forme par rapport à la reconnaissance par nos anticorps. Et donc, ça lui permet d'échapper, d'une part, pour des gens qui ont déjà été contaminés et qui ont développé une immunité naturelle, eh bien, ils peuvent être réinfectés par le nouveau variant. Et d'autre part, les gens qui ont été vaccinés, on a montré que l'efficacité des vaccins était était nettement inférieure sur ces variants sud-africains et brésiliens par rapport aux autres variants. Donc oui, on connaît bien les mécanismes moléculaires et l'impact des variations sur la séquence des protéines et l'impact de cette variation de séquence sur la structure et l'impact des variations de structure sur la fonction et l'interaction avec la cellule. Et alors, est-ce qu'on pourrait remplacer les expériences de gain de fonction par des expériences de simulation moléculaire? Oui et non, c'est-à-dire on peut faire des simulations moléculaires, mais c'est un domaine justement de la bioinformatique structurale, où en particulier pour des protéines transmembranaires comme celle-là, enfin oui, c'est vrai qu'on devrait regarder le côté non transmembranaire, donc il y a sans doute moyen de faire il y a des travaux qui se font là-dessus, de modélisation moléculaire, mais c'est très difficile en fait de prédire l'impact d'une mutation sur l'interaction avec une autre protéine. C'est un des grands défis actuellement de la bioinformatique structurale et de la biologie structurelle. Donc, on pourrait le faire en théorie. En pratique, c'est loin d'être sûr que ça permettrait de faire de la prévention. Par contre, ce que disent aussi, et ce que défend Mark Lipsitch dans ses exposés, c'est que de toute façon, quand on fait des expériences de gain de fonction, c'est anecdotique par rapport à l'évolution, parce qu'on va détecter une façon particulière dont la protéine pourrait muter et dont ça augmenterait son pouvoir infectieux. Mais néanmoins, il y a des milliers d'autres façons dont cette protéine-là pourrait, ou une autre protéine du même virus pourrait muter et que ça augmente la virulence, la contagiosité du virus. Et dès ce moment-là, il dit que ça ne peut pas participer vraiment à un programme rationnel de prévention des émergences, que le risque dépasse le bénéfice parce que le bénéfice lui-même est contestable. Pour terminer, par rapport à cette soirée, à cette conférence en ligne, plusieurs choses. Donc, vous pouvez retrouver l'adresse mail de Jacques Van Helden si vous le souhaitez pour lui poser des questions à titre personnel ou par rapport à vos domaines de recherche, parce que je sais qu'il y avait un certain nombre de chercheurs qui écoutaient cette conférence. Autrement, on a enregistré donc, cette conférence, donc on pourra la passer sur les chaînes YouTube de Centre Sciences et du Muséum de Bourges dans les prochains jours. Je voulais en profiter pour vous annoncer la prochaine conférence en ligne qui aura lieu mardi prochain à 18h30, toujours menée dans le cadre des Mardis de la Science entre Centre Sciences et le Muséum de Bourges. Et on aura comme invité Boris Cyrulnik, le neuropsychiatre, qui va faire une conférence justement sur le monde animal au singulier ou au pluriel animal,
monde humain au singulier ou au pluriel, dans quel monde vivons-nous? Et l'idée, c'est qu'il aborde par la suite justement comment nos mondes sont en train d'être totalement bouleversés, justement à cause de cette pandémie et de notre représentation de l'ensemble de l'environnement que l'on a autour de nous. Donc, on vous donne rendez-vous mardi prochain, 18h30, pour cette conférence qui sera, comme celle de ce soir, passionnante. Merci à tous. Merci beaucoup. Vous déconnecter et puis voilà, n'hésitez pas à revenir sur nos prochaines conférences. Bonne soirée. Bonne soirée et merci d'avoir utilisé cette plateforme qui semble fonctionner quand même très bien pour pouvoir faire des conférences dans ce cadre-là. Donc merci beaucoup de nous avoir permis d'utiliser cette interface. Voilà. À bientôt et puis bonne continuation, Jacques. Oui, et merci pour l'invitation et merci pour la qualité du débat aussi des questions parce que c'est vraiment on a abordé, on est loin d'avoir épuisé le sujet, mais c'est vraiment très, très intéressant d'avoir ces interventions et ce dialogue. Au revoir. Au revoir.